Alors bonsoir à toutes et à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Isabelle Tanguy, je suis élue commerce à la CCI du Finistère et à la délégation de Morlaix, et présidente FNH Bretagne jusqu'au 31 mai 2025. Désormais, je passe le relais à Géraldine Scardin, qui devait être là ce soir, mais comme elle devait venir de Lorient, je ne sais pas. Elle n'est pas arrivée, mais en tous les cas, le relais est passé. Laissons la place aux jeunes, c'est ça qu'on dit parfois. Et je suis également commerçante dans le prêt-à-porter. Je gère 6 boutiques sur 2 territoires. Je vais commencer par excuser Jean-Paul Chapalin, président de la CCI de Morlaix, qui est retenu pour un autre événement qu'une réunion de CCI sur Quimper. Et donc, c'est la raison pour laquelle je le remplace ce soir. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Ça me touche beaucoup, parce que c'est un événement que j'ai eu un petit peu de mal à mettre en place et à organiser, puisque c'est jamais facile de trouver la bonne date pour rassembler les gens. Et donc, je voudrais remercier vous, les collègues. Je voudrais remercier aussi les présidents d'associations, de commerçants, pour partager ce moment d'échange et de réflexion. Votre présence, aussi nombreux, ce soir, est un signe fort de l'attachement que vous portez à votre métier et à l'avenir de notre secteur. Je vais féliciter, car là aussi ça me touche, les personnes qui sont venues de très loin. Je regarde par là-bas parce que j'ai eu la chance de vous rencontrer dehors tout à l'heure. Nous avons ce soir des gens qui sont venus de Concarneau. Nous avons des gens qui sont venus de Quimper, de Bénodet, Carhaix, et là aussi ce soir. Bonsoir Carhaix. Bonsoir Carhaix. Voilà. Donc merci, parce que c'est pas simple de trouver un moment. Donc ça me touche beaucoup. Je vais remercier Pierre Talamon, président national de la FNH, d'avoir fait le déplacement jusqu'en Bretagne, d'être là ce soir avec nous à Morlaix, à nos côtés. Ta présence, Pierre, témoigne de l'attention et de la fédération porte aux réalités du terrain. Tu nous parleras, entre autres, des avancées de la FNH sur plusieurs sujets, des sujets qui nous préoccupent tous aujourd'hui, et particulièrement, et on en parlait cet après-midi, les soldes et les promotions. Un grand merci, Olivier Badeau, expert reconnu en prospective du commerce et de la distribution. Et je vous avoue que nous avons hâte d'entendre votre éclairage sur les mutations en cours et sur les pistes d'avenir pour le commerce physique. Avant de te passer la parole, Pierre, je vais également vous préciser qu'en fin de conférence, donc il va y avoir la participation d'Olivier, il va y avoir ensuite un petit slash de témoignage d'un commerçant, Sylvie, je ne me trompe pas, et ensuite j'ai tenu absolument à demander à Sandra Schmitt, une commerçante de la région de Bordeaux, de vous faire un témoignage également et de vous parler de son nouveau métier, car aujourd'hui elle en fait 2. C'est une commerçante dans le prêt-à-porter qui a réussi, qui est une passionnée, et elle est tellement passionnée par ce qu'elle a fait et par les actions qu'elle a mises en place dans sa boutique, qu'aujourd'hui, elle en fait même un 2e métier et elle fait des formations. Donc, je ne vais pas en dire plus, vous découvrirez ça à la fin. Donc, restez pour écouter, c'est important, s'il vous plaît. Et pour celles qui seront intéressées de prendre contact avec elle, elle m'a envoyé des flyers. Donc ça, je tenais à vous le dire. Donc, Pierre, avant de te passer la parole, je voulais également partager avec vous quelques chiffres de l'Observatoire de la CCI du Finistère. Le Finistère compte aujourd'hui
654 commerces de détail dédiés à l'habillement. 654. Cela représente 55% des commerces de l'équipement à la personne. 55%, ce n'est pas rien. Les chiffres d'affaires des commerces de l'habillement sur le Finistère étaient en 2022 de 329 millions d'euros. 329 millions d'euros en 2022. Il faut savoir que ça a chuté de 26% depuis 2018. 26% dans le Finistère. On en parlait, Pierre, on est dans la moyenne, car je crois qu'au niveau national, on doit être autour des 25%. D'autres chiffres, depuis 2018, la vente en ligne a gagné 15 points. 15 points de part de marché dans le secteur de l'habillement. Alors ces chiffres ont été pris sur les commerces de moins de 300 mètres carrés, nous avons moins 10 points. Et sur les GMS, moins 6 points. Voilà, je tenais à vous donner ces chiffres-là parce que ça concerne notre territoire et c'est important de le savoir. Donc Pierre, à présent, c'est à toi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je me présente Pierre Talamon, j'ai été élu président de la Fédération nationale de l'habillement en juillet 2022. Et pour moi, il était important de remettre à sa place la fédération au sein de la filière mode. C'est-à-dire on n'est pas simplement à l'aval du système, derrière nos tiroirs caisses, dans nos magasins physiques, mais on agit vraiment au sein de la filière, en ce sens où on est aussi distributeur d'à peu près 2400 marques sur le territoire, c'est-à-dire en fait toutes les marques qui ne sont pas en commerce intégré et qui ne se distribuent pas par elles-mêmes. La Fédération nationale de l'habillement, je vous le rappelle, c'est la seule organisation patronale représentative des commerces indépendants de mode. On est à peu près 20 000 entreprises employeuses. Ça représente 33 000 boutiques sur tous nos territoires, réparties sur tous nos territoires. Et on estime le chiffre d'affaires à peu près à 12 milliards d'euros. Alors, il est vrai que si on compare avec la période pré-Covid, on a une perte qui se situe entre 20 et 25%. L'année 2024 a marqué une baisse de 1,4%. Au premier trimestre 2025, on a continué avec une baisse de 3%. Et en avril, une éclaircie, plus 3%. D'ailleurs, moi j'ai mis en parallèle cette hausse de 3% en avril qui arrive avec le printemps. On a un métier qui est très météo-dépendant et je le mettais en comparaison avec ces moins 3% du premier trimestre qui marquait vraiment un essoufflement des stratégies promotionnelles avec les soldes des promotions qui perdent de plus en plus de leur impact, mais on y reviendra. Nos trois enjeux majeurs, nos trois axes, c'est le combat contre la fast fashion, parce qu'on est pour une équité fiscale, une équité environnementale par rapport à ces 800 millions de colis qui nous arrivent en France, qui traversent les frontières sans avoir à payer de taxes douanières, qui échappent la plupart du temps à la TVA, et qui échappe aussi aux normes environnementales. La deuxième chose sont les soldes et les promotions. Vous savez que moi je me bats avec acharnement pour qu'on retrouve un sens à ces soldes qui arrivent toujours trop tôt en début de saison. C'est-à-dire que les soldes doivent être la vente d'un résiduel de nos collections en fin de saison. Or, solder une collection début janvier et solder une collection fin juin quand l'été arrive, ça n'a aucun sens et c'est même finalement imiter un peu le modèle de la fast fashion, c'est casser des prix en pleine saison et on y est souvent contraint parce que l'écosystème est comme ça aujourd'hui. Donc si on ne suit pas la machine,
on peut passer à travers des ventes de la saison, et c'est bien dommage. Donc moi, je rappelais ça au ministère du Commerce il y a 4 jours. On était reçus par le ministère du Commerce. Et j'ai trouvé qu'il y avait une oreille beaucoup plus attentive qu'auparavant. Ce qu'il faudra faire, c'est essayer de rapatrier des marques à notre cause, parce qu'en face de nous, on a une organisation professionnelle qui s'appelle l'Alliance du commerce, qui représente les grands magasins. Or, les grands magasins qui jouent sur le volume ont particulièrement intérêt à continuer avec ce système qui est devenu complètement obsolète aujourd'hui. Et c'est, je trouve, assez démobilisant, parce que finalement, ces grands magasins ne sont pas en première ligne. Ces grands magasins louent des espaces à des marques. Et ceux qui en prennent plein la figure, ce sont les marques elles-mêmes. Donc je pense que, alors qu'on se bat contre la fast fashion actuellement, je pense que le moment est venu de raccrocher au wagon cette problématique de soldes et de promotion qui sont dans un marché complètement dérégulé. Donc c'est vraiment le combat là des mois qui viennent. Et on a besoin que vous soyez de plus en plus nombreux à rejoindre la fédération pour gagner ce combat. Et enfin, on parlait avec le cabinet de la ministre de ce fameux problème de l'accessibilité au centre-ville. Alors, à Paris, c'est très vrai, c'est la zone à trafic limité. Je vous signale que la FNH a eu une action juridique et en fait s'est rapproché du tribunal administratif pour attaquer la mairie de Paris pour un manquement tout simplement de concertation par rapport à cette zone à trafic limité, qui fait qu'aujourd'hui on est un petit village de Gaulois, vous voyez, avec des murs érigés autour du centre-ville, c'est un hypercentre, et des consommateurs qui ne savent pas s'ils peuvent venir ou pas en voiture, évidemment quand ils viennent d'un peu plus loin, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir prendre des transports en commun ou de venir à pied, de se déplacer à pied. Donc, on aura déjà un premier résultat. On verra si on a une réponse le 18 juin. Voilà, ça c'est pour vous montrer que la fédération reste active sur tous les plans. Et j'espère pouvoir vous donner de bonnes nouvelles bientôt. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer. Eh bien, c'est à vous. Allez, chacun son tour. Merci. Alors, je vous laisse mettre les slides, s'il vous plaît. Parfait. Alors, mesdames et messieurs les présidentes et présidents, mesdames et messieurs les élus, chers commerçantes et commerçants, mesdames et messieurs, merci pour votre invitation. C'est un grand honneur. C'est aussi un grand défi, car parler en 45 minutes des problèmes, des mutations, etc. du commerce va m'amener à un peu de synthèse. Alors, un mot, moi je suis professeur d'université, je travaille depuis 41 ans à étudier le commerce sous tous ses formats, ses modes d'organisation. J'ai travaillé à peu près dans tous les pays, sauf l'Inde et l'Afrique, mais dans beaucoup d'autres. Et ce que je vais vous présenter ce soir est le fruit de documentation qui proviennent en grande partie d'une chaire qui s'appelle Retailing 4.0, commerce de détail 4.0, où on n'étudie pas que les questions du digital et du e-commerce, on regarde un peu les évolutions en général, mais aussi évidemment les questions du digital dans le commerce, et puis d'un ouvrage qui est d'ailleurs en cours de réédition qui est sur la droite. Je suis professeur à l'ESCP, qui est une grande école française, et à l'université de Caen, en Normandie. Alors j'ai construit mon agenda avec un certain nombre de thèmes qu'on rôde depuis un certain temps avec la Fédération de l'habillement, que je remercie, merci mon cher Pierre, et les différentes chambres de commerce, autour de thèmes qui nous semblent les thèmes les plus importants. Je laisse le président Talamon parler des soldes si besoin, et ces thèmes sont un peu comme des épisodes de Netflix, il y a un peu du suspense, il y a des choses, etc. Donc le premier, ils sont en grande partie aussi pris sur un peu le sens commun, ce qu'on entend, ce qu'on lit beaucoup dans la presse, etc. Donc, première question, est-ce que le commerce physique va disparaître au profit du e-commerce ? Deuxième thème, finalement, le e-commerce, le digital lui-même, on en parle, vous disiez, Madame la Présidente, qu'il avait grignoté, capturé des parts de marché, mais il a ses propres problèmes, on en parle souvent moins, donc on va voir qu'il y a un certain nombre de problèmes dans ce que j'ai appelé les rêves assombris
digital et de ce qu'on appelle l'omnicanal. Alors effectivement, le commerce, on ne peut pas parler du commerce et des problèmes du commerce sans distinguer le commerce alimentaire du commerce non alimentaire. Donc je vous montrerai que le commerce non alimentaire auquel vous appartenez pour la plupart est en train de muter, de se bipolariser. Et puis on parlera aussi un peu de cette question qui revient beaucoup, des nouvelles formes de consommation, une consommation plus vertueuse, plus écologique, etc. Et on va voir qu'il y a beaucoup d'intentions de la part des gens, il y a souvent peu de réalité, et que le prix, le mot economicus, comme on l'appelle, reste très présent. Et puis nous terminerons par quelques pistes de synthèse et évidemment une discussion et des questions avec vous. Alors, le premier point, commerce physique ou e-commerce. Il y a 20 ans, pile, en face de mon bureau, à Avenue de la République, au siège de l'ESCP, il y avait cette photo, cette affiche, qui a été présentée par Oura. Oura, c'est la filiale e-commerce de Cora. Bon. Et donc, il nous montrait avec cette affiche qu'il en faudrait du courage. Il en fallait du courage à l'époque. C'est-à-dire l'idée, il y a un jour, il n'y aura plus de magasins physiques, qu'ils soient alimentaires ou pas, et on érigera des statues au profit de ces magasins, mais en souvenir. Parce que le e-commerce aura tout mangé. Là où les choses sont pas si évidentes, c'est que c'est Cora qui n'existe plus. Puisque, comme vous le savez, il a fait partie de ces grands distributeurs qui ont eu des gros problèmes ces dernières années. Oura existe toujours, il a été repris par un couple, un peu comme une forme d'intraprise. Je ne suis pas très optimiste non plus pour l'avenir de Oura. Je voulais commencer, comme un peu de suspense, par une question que je pose toujours à mes étudiants, aux professionnels, etc. Prenant le leader du e-commerce en France, Amazon, à votre avis, quelle est la part de marché d'Amazon sur l'ensemble du commerce B2C, comme on dit, c'est à grand public. On ne parle pas du commerce industriel ou du commerce entre entreprises. Je parle du commerce avec le consommateur final. Vous diriez combien? Alors, il n'y a rien à gagner apparemment, mais sauf la participation au cocktail. Combien vous diriez? Quelle est la part de marché d'Amazon en France aujourd'hui sur le commerce en général? 70%. 25. Non, par rapport au commerce en général. 55, 45, 60, 15, 30. Un ou deux essais encore. 12. C'est votre dernier mot? Votre dernier chiffre? Vous avez bien fait de venir. C'est 1,5%. Donc le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est à peu près 12 milliards. Il fait à peu près 2 milliards et demi, 3 milliards de ce qu'on appelle le B2B, ce qui ne nous concerne pas, c'est-à-dire du commerce entre entreprises, industrie, etc. Et si on prend uniquement le commerce sur le client final, c'est 9 milliards. Vous divisez 9 milliards par 570 milliards, qui est le chiffre d'affaires du commerce, tout secteur confondu, qu'il soit physique ou pas, en France, ça fait 1,5%. Donc vous voyez, voilà, ça permet de relativiser un certain nombre de choses. A contrario, si je prends, puisque la fiche qu'on a vue tout à l'heure, elle s'adressait au commerce alimentaire, si je prends les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes, ce qu'on appelle la proxy, les petits formats, on est à 43% du commerce français. Et encore là, je vous ai mis un chiffre qui est un peu ancien. Le dernier chiffre sur le chiffre d'affaires général du commerce, c'est plutôt 570, enfin peu importe, on va pas pinailler. Donc vous voyez que, bon voilà, Amazon, avant qu'Amazon il ait tué au moins ce qu'on appelle la grande distribution, la moyenne distribution alimentaire, il y a encore du temps. Là aussi, on entend beaucoup que les gens ne vont plus dans les hypermarchés, dans les supermarchés, etc. C'est pas tout à fait vrai. Quand vous regardez les taux de croissance, on voit qu'un certain nombre d'enseignes continuent à croître. On remarquera que c'est plutôt d'ailleurs les coopératives. Alors, je sais bien que ça n'est pas votre secteur, mais je trouvais l'analogie intéressante. Quand vous regardez sur 30 ans, on se rend compte que les enseignes coopératives, c'est-à-dire Leclerc, U et Intermarché, ont gagné plus de 20% de part de marché sur les enseignes succursalistes, c'est-à-dire les enseignes intégrées. C'est très intéressant à voir ça. Ça signale quoi? Parce que finalement, ils ont à peu près tous la même structure de centrale d'achat, ils ont à peu près tous le même savoir-faire. La grosse différence, c'est que dans les enseignes coopératives, les patrons, les gérants de magasins sont des indépendants. Ce sont des commerçants et sans doute qui bénéficient comme les autres, c'est-à-dire comme Auchan, bon, Casino, n'en parlons même plus, au Carrefour, de tout ce qui est effet de masse. Mais par contre, sur la relation client, et on verra tout à l'heure à quel point cet élément que vous connaissez tous de relation client est important, sans doute y a-t-il une différence, enfin qui explique quand même qu'ils ont gagné plus de 20% de part de marché. Je rappelle que la part de marché, c'est 2,5 milliards. Donc c'est pas neutre comme gain de part de marché sur les succursalistes. L'autre chose qui est un peu à l'encontre de ce qu'on entend, non, les gens n'ont pas délaissé les centres commerciaux. Les petits, vous voyez, alors ça c'est en trafic, donc c'est même pas en valeur, on n'est même pas soumis à l'effet d'inflation. Les petits continuent à être fréquentés, les régionaux plus,
moins ce qu'on appelle les grands centres commerciaux, c'est-à-dire ceux qui ont une quarantaine de magasins. Et on voit que les super régionaux, c'est-à-dire ceux qui attirent des grandes enseignes, etc., qui mettent du divertissement, ce qu'on appelle aujourd'hui beaucoup les retail parks, continuent à attirer du trafic. Alors, je voudrais revenir au e-commerce parce qu'on entend beaucoup de bêtises, peut-être pas des bêtises, mais dans tous les cas, un travail qui n'est pas celui que nous faisons en tant qu'universitaires et chercheurs. Pour nous, tout ça sont des grenouilles. C'est-à-dire qu'on met des grenouilles sur la paillasse, on les découpe et on les regarde très très finement. Et quand on les regarde en les découpant, je sais que c'est pas très ragoûtant de vous parler de grenouilles qu'on découpe à cette heure-ci, mais ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas forcément, donc le sens commun ne voit pas forcément. Si je regarde les choses sans découper le e-commerce, on dit le e-commerce croît. Le e-commerce, vous voyez, on vous montre une courbe comme ça qui augmente. Bon, maintenant, quand on regarde quand même les petites bulles, en bas, là, en bleu, on se rend compte quand même qu'en France, oui, il croît, mais plus 9%, plus 9%, plus 12%, 21%, plus 10%, plus 10%. Donc on voit qu'il croît, oui, mais pas tant que ça, parce que déjà, on voit que la croissance diminue depuis 2-3 ans. Ce qui est déjà une information un peu originale par rapport à ce qu'on entend, qui est que le e-commerce augmente, etc. Et alors, quand on découpe la grenouille, on ne voit pas du tout les mêmes choses. Alors nous, on découpe la grenouille comment ? Par territoire. Ma conférence ce soir n'est pas pour vous expliquer que l'endroit où la pénétration de l'e-commerce la plus forte est en Asie, en Inde, en Chine, etc. C'est pas le sujet. Mais par contre, j'ai découpé par catégorie de produits. Et quand on regarde les catégories de produits, on se rend compte que c'est surtout les services qui se développent sur Internet. 70% de pénétration en part de marché. Donc c'est avec en plus une plasticité assez importante, parce que tous les ans, ils gagnent 20%. Donc on voit bien que quand on nous dit le e-commerce croît, oui, mais c'est porté en grande partie par les services dématérialisés. Le site le plus fréquenté l'année dernière, c'est même pas Chine, c'est même pas Vinted, c'est la SNCF. Donc on voit bien que les services augmentent. Quand on regarde maintenant les biens, ce sont les 2 barres d'en dessous. Vous voyez déjà que la pénétration est beaucoup moins importante. Alors, et quand on sépare les biens non alimentaires, la barre du milieu, de ce qu'on appelle les produits de grande consommation, ce on trouve dans les supermarchés, etc., on voit qu'il y a aussi une différence de pénétration. On voit que le non alimentaire peut aller jusqu'à 30% de part de marché en e-commerce. 30% de part de marché, c'est tout ce qui est télécom, ordinateur, etc. On est à 28% quand on parle de l'électroménager, on est à 23% quand on parle du vêtement, etc. Avec une plasticité moins importante, plus 5% par an, alors qu'on était à plus 20% sur les services sur Internet. Et quand on regarde les produits de grande conso, notamment l'alimentaire et ce qu'on appelle le bazar, le petit bazar, on n'est qu'à 7,5% de la catégorie. Et quand on ouvre les 7,5%, on se rend compte que 7%, c'est du drive, voiture. Donc on voit bien que il y a une loi, c'est une loi logistique. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure à votre propos concernant votre secteur, mais je sais bien que comparaison n'est pas raison, mais là, ça permet de dire des choses. On voit que la logistique, c'est quand même la clé. L'organisation de la logistique, de ce qu'on appelle la supply chain, etc. Et on voit que transiter des biens, c'est compliqué. Que plus on va vers des produits de consommation courante, moins les gens sont prêts à payer. Or, la logistique coûte cher, etc., etc. Et donc, on voit que finalement, le drive est la meilleure solution, puisqu'on fait faire une partie du travail au client qui vient chercher les produits au lieu qu'on les lui livre. Si j'enlève le drive, la livraison à domicile de courses alimentaires ou de produits de grande consommation, des brosses à dents, des choses comme ça, c'est 0,5% de part de marché sur l'ensemble de la catégorie. Donc on voit que c'est très différent. Alors bien sûr, sur votre catégorie, effectivement, la part de marché, comme vous le disiez, Madame la Présidente, en e-commerce, elle est plus importante. Je voudrais aussi déconstruire une idée reçue qui est fausse, qu'on a beaucoup entendu. La pandémie a radicalement modifié le comportement des acheteurs, notamment en e-acheteurs, et le e-commerce a explosé durant la pandémie. Et depuis. Alors depuis, on a vu que pas tout à fait, puisque les chiffres sont même, les taux de croissance sont inférieurs. Mais regardez bien ce qui s'est passé pendant la pandémie. C'est extrêmement intéressant, les statistiques. La courbe grise, c'est la courbe de chiffre d'affaires du e-commerce en France, tout confondu, en 2019. La courbe orange, c'est la courbe de chiffre d'affaires du e-commerce pendant la pandémie. Oui, oui, il y a eu explosion du e-commerce pendant la pandémie, pendant les confinements. Parce que nous étions confinés, il fallait recommander. Vous étiez fermé, c'était vital, donc et surtout vous aviez donc pour continuer à faire des chiffres d'affaires, et vous aviez du temps. On va voir que le temps, et vous le savez bien, mais j'y reviendrai tout à l'heure, est un facteur crucial pour le e-commerce, notamment pour des commerçants indépendants. Donc oui, si on regarde les chiffres globalement, il y a bien eu un différentiel de chiffre d'affaires pendant les confinements. Mais regardez bien, dès que les confinements sont finis, ça redevient absolument la même structure de comportement, en termes national, que les années précédentes.
Donc voilà, ça c'est mon premier point. On a pris le parti de mettre un peu d'interaction pour pas que ce soit un cours magistral pendant 45 minutes. Est-ce que vous avez des questions ou des témoignages sur ce premier point, de montrer que le e-commerce, malgré tout, même s'il est important dans le monde alimentaire, il est quand même pas si important que vous l'imaginiez? Est-ce qu'il y a des commentaires, des réactions, des questions? Je vais faire un petit apport. Oui. Pour le premier trimestre 2025, en fait, sous l'impact, comme tu le disais, c'est à peu près 23% la part du e-commerce. Mais sous l'impact de l'ultra fast fashion, on est monté au premier trimestre 2025 à pratiquement 30%. C'est ça. Bon, espérons que ça baisse, hein. Mais voilà, il y a une montée, pour le moment, il y a une montée en puissance par rapport en fait à l'e-commerce, mais l'ultra fast fashion a son impact. On le voit là, parce que si vous regardez bien dans le petit carré en bas, le petit rectangle en bas, on voit que les chiffres remontent entre 2024 et 2023, le plus 5%, qui est en grande partie porté par Chine. Et les 3 acteurs, Amazon, Shein, Temu, représentent au premier trimestre 2025 7% de la consommation textile. C'est ça. Donc on voit bien, et ils contribuent plus généralement au-delà du textile au e-commerce non alimentaire. D'autres questions, réactions, commentaires? Non, pas. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, de l'augmentation au mois de mars 2025, j'imagine, de la consommation, mais je regrette que vous ne la compariez pas à janvier-février, parce que janvier-février, enfin, en ce qui me concerne... Ça, c'est pour toi, Pierre. Pardon ? C'est pour Pierre, la question. Oui, tout à fait. Plusieurs de mes collègues ont quand même remarqué qu'en janvier-février, c'était quand même relativement calme. Vous parliez pas de la conjoncture internationale. Je pense que ça aussi, ça fait baisser la consommation parce que les gens sont dans l'attente de voir ce qui va se passer. Et effectivement, peut-être plus d'économies sur cette période-là, qui s'est certainement vu au niveau des banques, et peut-être une relance de la consommation, effectivement, courant mars, même pas début mars, mais courant mars. Je ne sais pas ce que les autres personnes en pensent. Et je voudrais revenir aussi sur l'accessibilité des centres-villes, mais peut-être... On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Non, par rapport aux chiffres, moi, quand je suis arrivé à la fédération, j'ai mis en place un baromètre économique pour avoir que les indépendants nous donnent leurs résultats. Non, ce que je disais, c'était que sur le premier trimestre 2025, il y avait eu une baisse de 3%. Et que quand le printemps est arrivé, eh bien, les ventes se sont un petit peu envolées et on a eu un beau mois d'avril. Bon, et c'est là où je disais, on est vraiment météo-dépendant en fait, et que les dates, ce qui montre que les dates des soldes sont absolument pas à leur place. C'est tout ce que je voulais en fait démontrer. Après, si on dézoome un peu, vous savez, la situation du textile, à partir de 2016, on voit que le marché stagne et commence à baisser. Et malgré tout, il y a une course au mètre carré. C'est-à-dire qu'il y a encore des boutiques qui s'ouvrent, il y a encore des centres commerciaux qui s'ouvrent, etc. Et puis, on a eu le Covid. C'est certain que le Covid, ça a fragilisé nos commerces, et vis-à-vis surtout du remboursement des PGE. On a des indépendants qui ont du mal à les rembourser. Puis vous avez eu la guerre en Ukraine. Vous avez février 2022 avec un poids sur l'énergie, sur le coût de l'énergie, donc sur le coût des vêtements. Les vêtements ont augmenté considérablement. On n'a pas pu automatiquement les reporter dans nos prix de vente parce que plus on vend cher, plus parfois c'est une barrière à l'acte d'achat. Donc, bien évidemment il y a eu un effet ciseau, c'est-à-dire hausse des coûts, mais stagnation et un peu baisse de chiffre d'affaires. Donc, on est extrêmement résilient finalement. On existe toujours, on est là. Voilà, la situation reste fragile, mais elle n'est pas catastrophique. Mon troisième chapitre va y revenir sur tous ces facteurs qui sont d'ailleurs, il y en a d'ailleurs d'autres. Alors, je continue. Deuxième point, toujours pour discuter, relativiser la question du digital. Là, j'élargis, je ne suis plus que sur le e-commerce, mais plus généralement sur le digital. On parle beaucoup d'omnicanal,
d'omnicanalité, je voudrais relativiser. Alors, juste pour d'abord un point de vocabulaire, pour que peut-être ça n'est pas clair pour tout le monde, la différence entre le multicanal, le cross-canal, l'omnicanal. Le multicanal, c'est j'ai un produit, je vais essayer de le vendre à travers différents canaux, Internet, enfin le site web, éventuellement une application, en magasin physique, pourquoi pas par catalogue, etc. Ça, c'est le multicanal. Le cross-canal, c'est je n'utilise pas tous les canaux pour vendre, mais je vais essayer de comprendre le parcours client et je vais essayer d'utiliser chacun des canaux par rapport à une fonctionnalité et essayer de les articuler. Par exemple, on en parlera tout à l'heure, je vais faire recourir à une influence ou une animation sur le réseau social pour ramener du trafic en magasin. Ça, c'est du cross-canal. L'omnicanal, c'est l'idée d'un cross-canal qui serait absolument idéal, c'est-à-dire où finalement on suivrait parfaitement le parcours client et ça ne ferait qu'apporter de la valeur aux clients sur l'ensemble des canaux et en même temps de la valeur aux commerçants. Alors ça, c'est un peu une utopie, parce qu'on voit quand on regarde, et nous on a dans mon centre de recherche beaucoup de travaux là-dessus, on voit qu'en fait tout ça est assez utopique et que la réalité de l'omnicanal, même pour les très grandes entreprises comme Decathlon et autres, c'est très compliqué. D'abord parce que le cross-canal client est beaucoup plus large que le cross-canal enseigne. Le client, il peut très bien, dans son parcours cross-canal, où il va mélanger les canaux, il peut aller chez les concurrents, il peut aller sur la seconde main, etc. Donc c'est très difficile de manipuler ça. Quand on est dans un magasin, on fait venir des clients et puis ils rentrent dans le magasin. Là, la cross-canalité, elle est totalement éparpillée. La deuxième chose, c'est donc que les scénarios possibles de cross-canalité sont extrêmement larges, donc difficiles à comprendre, à modéliser, à suivre. C'est très difficile, on va le voir dans 2 secondes, d'avoir une parfaite cohérence entre les canaux. Souvent, on le voit bien, par exemple, avec les services publics. Là, j'ai un cas en ce moment sur Engie où sur l'entretien de ma chaudière, je reçois une information par SMS qui est totalement incompatible avec une autre information par email, qui n'est pas complètement la même que celle que j'ai au téléphone quand j'appelle un centre d'appel, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une mauvaise articulation entre les canaux. Donc l'idée que tout ça crée ce qu'on appelle des externalités positives, c'est de la valeur à la fois pour le distributeur, etc., et pour le client, c'est très relatif. Et puis, il y a aussi la question de l'extrême, la volumétrie, c'est-à-dire l'extrême complexité, mais aussi toutes ces données qui sont très difficiles à gérer, que même les grosses entreprises ont du mal à gérer. Alors, il y a l'idée que l'intelligence artificielle permettra peut-être de régler ces problèmes, mais il y a toujours eu en matière de système d'information l'idée que le nouveau système d'information, c'est un mythe, viendra régler les problèmes du précédent. Le gros problème de la cross et de la multicanalité, c'est les problèmes d'interopérabilité. Alors, c'est pas nouveau, hein, faire fonctionner des canaux entre eux. Vous avez des problèmes techniques, c'est pas les mêmes langages informatiques. Rien n'a été créé forcément de zéro, donc on met des bouts sur des bouts sur des bouts. On parle pas le même langage. Vous avez des entreprises qui souvent sont divisées en silos et donc qui se parlent pas. Dans les grandes entreprises de la distribution, par exemple, c'est très compliqué de faire travailler telle partie du back-office avec telle partie du commerce, tel ceci, tel cela. Enfin, tout ça fait que l'interopérabilité entre les canaux est très difficile à mettre en œuvre. C'est ce qu'on appelle la fable de l'éléphant. Je ne sais pas si vous connaissez la fable de l'éléphant et des aveugles. Non. En fait, c'est 5 aveugles qui touchent un éléphant. On demande à chaque aveugle, qu'est-ce que tu touches ? Et comme ils sont aveugles, il y en a un qui dit, je touche une liane, l'autre qui dit un mur, un tronc, une feuille, etc. Mais ils ne savent pas en fait, d'abord, ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'ils sont aveugles, et ils ne savent pas, en plus, personne ne sait que c'est un éléphant. C'est une allégorie intéressante de ce qu'on a dans l'interopérabilité, c'est que chacun est sur son système, mais on n'a pas forcément reconstruit l'éléphant, on a des bouts un peu partout, et ils ont du mal à s'articuler, ce qui évidemment limite considérablement l'efficacité du digital. Je vous ai mis là un exemple de ce qu'essayent de faire les banques pour finalement, sans jeu de mots, l'éléphant accouche souvent d'une souris. Ça, c'est typiquement ce qu'essayent de faire les banques en termes de modélisation de cross-canalité. C'est-à-dire, vous avez en horizontal, les flèches bleues, c'est le parcours client. C'est les étapes du parcours client. Donc, il y a la réflexion préalable, il y a la décision, il y a etc. En horizontal, enfin en colonne, c'est les canaux. Donc, Internet, le mail, le SMS, la banque, la visite à l'agence, etc. Et puis, à l'intérieur, ils essayent de comprendre ce qu'il faudrait faire. Donc les petites bulles que vous avez en violet, enfin en mauve et en orange, sont les différentes fonctions qu'on peut avoir. Et puis les petites flèches, c'est les liens qu'il pourrait avoir entre chacune de ces fonctions dans chacune de ces étapes. Tout ça est beaucoup trop compliqué, et au bout du compte, finalement, souvent ça dysfonctionne et il reste très peu de choses. L'exemple qui est plutôt positif, et il en dit long, c'est Nespresso. Nespresso réussit sa cross-canalité. Et pourquoi ? Parce que c'est 2 canaux et 2 produits. Grosso modo, c'est la petite capsule, la grosse capsule, voire la cafetière, mais c'est très marginal dans le chiffre d'affaires. Et c'est 2 canaux, c'est le magasin et le site web.
et en plus avec des marges élevées. Donc ce qui permet aussi de mettre un peu de fluidité dans le système. Donc on voit que le digital a voulu complexifier à outrance et finalement ça n'aboutit pas forcément. Vous imaginez ce que c'est pour des grandes entreprises de la distribution, a fortiori pour des commerçants indépendants. Si vous avez pour vos vacances un ouvrage à lire sur la plage, je vous invite vraiment à lire cet ouvrage d'une de mes collègues de Paris 1, de l'IAE, Web Crash, qui est très intéressant parce que la première partie c'est une fiction, la deuxième partie c'est une analyse. Et ma collègue Mercanti-Guérin, elle analyse tous les problèmes actuels et à venir d'Internet. Et il y en a plein qu'on ne connaît pas, les infrastructures et autres, qui commencent à vieillir. Mais il y en a plein qu'on connaît, qu'on a aussi, nous, observé. Je les résume rapidement. Elle note... alors tout ça ne vaut pas pour l'Asie. Hein, c'est pour la plupart du temps les États-Unis, l'Europe. De moins en moins d'intérêt des clients pour tout ce qui est digital dans le magasin. Les bords digitales, les miroirs intelligents. Enfin, il y a eu des débauches d'argent là-dessus. Finalement, les gens, ça ne les intéresse pas. Grosso modo, ce qu'elles montrent, c'est les clients, ils disent, si je vais en magasin, si je fais l'effort d'aller en magasin, c'est pour avoir une relation humaine, pour avoir une expérience très intéressante, relationnelle, etc., sensorielle et autres. Autrement, je reste dans mon canapé avec mon ordinateur. Bon, il y a le coût de la technologie et de la maintenance. C'est pas étonnant que ce sont les acteurs du luxe qui dépensent le plus dans le digital. Hein, Chanel est très en pointe. Vous avez dû voir sur les tags RFID, sur les étiquettes, etc. Parce qu'ils ont des marges qui sont pas du tout les marges de la grande consommation, la consommation moyenne. Donc ça leur permet de dépenser beaucoup d'argent. Primark a toujours dit, chez nous, il n'y aura jamais de e-commerce. Il n'y a déjà pas d'antivol sur les produits parce qu'ils sont plus chers que les produits. C'est pas pour aller faire du e-commerce. Le e-commerce coûte cher. La supply chain coûte cher, donc il y a ce coût-là. L'interopérabilité, j'y reviens pas. La volumétrie aussi, j'en ai parlé. Les problèmes techniques, c'est du digital, c'est de la technique, donc il y a aussi du hard, etc. Et puis il y a vraiment on voit monter de plus en plus, et c'est sans doute corrélé à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que l'environnement est compliqué, il est très anxiogène, et les recherches montrent qu'il y a une demande sociale pour de l'humain, et que le commerce joue évidemment ce rôle-là. Je rappelle l'étymologie du mot commerce, peut-être vous ne la connaissez pas, ça vient du latin cum merx, qui veut dire avec la marchandise, à côté de la marchandise. Ça veut dire que le commerce, c'est la marchandise et ce qui va avec, et notamment la relation sociale. La conviction qu'on a, c'est que le digital va surtout servir le back-office, plutôt que le front-office, la relation client, etc. On va y revenir. L'exemple, on a beaucoup étudié l'exemple de Sephora sur ces 15 dernières années. Vous connaissez toutes et tous Sephora, il est très intéressant. Ils avaient beaucoup investi sur le maquillage intelligent, les miroirs intelligents, etc., etc. Et puis aujourd'hui, ils ont enlevé tout ça et on est revenu à des stands où on fait des démonstrations de maquillage. Enfin, voilà, il y a toute cette dimension relationnelle et sensorielle. L'autre chose, et ça concerne notamment les jeunes générations, ce qu'on appelle les millénials, les 18-25 ans, il y a des études très sérieuses là-dessus, qui montrent que, non, ils n'ont pas une haine ou un désintérêt pour les magasins physiques, à condition qu'on leur fasse vivre ce qu'on appelle des expériences. Alors l'expérience, c'est plus qu'un parcours client, c'est quelque chose d'un peu fort, original, qui soit instagrammable. Et donc là, on voit que le réseau social, et vous allez voir dans mon propos ce soir que je suis beaucoup plus favorable aux réseaux sociaux qu'au e-commerce, en général dans le commerce, et en particulier pour les indépendants, joue un rôle positif. C'est-à-dire que l'idée qu'on va pouvoir mettre sur Instagram ou Facebook, etc., ce qu'on a vécu en magasin, ou ce qu'on y a vu, ou ce qu'on a entendu, etc., finalement, ça va créer du trafic, mais à condition qu'on réinvente le magasin assez souvent. Ça n'a rien de neuf. Si vous avez lu Zola au bonheur des dames, hein, Émile Zola, 19e siècle, il raconte l'origine du bon marché de Boucicaut. Que disait Boucicaut? Dès le 19e siècle, je dois réinventer mon magasin tous les jours pour créer du trafic, de la rotation et intéresser les clients à revenir. Ça, c'est une étude de 2018. Ça n'a pas beaucoup changé, qui a été faite sur 11 000 jeunes 18-25 ans européens. Donc on voit bien qu'il y a aussi des grandes tendances qui ne sont pas que françaises, et montrer, d'ailleurs vous avez vu le titre de l'étude, c'est « I like shopping », c'est-à-dire alors qu'on entend le contraire, les jeunes n'aiment plus les magasins, etc., etc. Au demeurant, je vous signale d'ailleurs que pour des raisons économiques, cette fois-ci pas pour des raisons émotionnelles, c'est la strate 18-25 ans qui fréquente le plus les supermarchés, du reste de la population, pour des raisons uniquement de coût. Mais pour des raisons dans le non alimentaire, l'idée d'aller dans le magasin, c'est à condition qu'effectivement on y vive quelque chose d'original, d'un peu sympa, un peu fun, etc. Enfin, un peu la culture des réseaux sociaux. Et alors, vous voyez pas très bien, mais quand on regarde bien, les chiffres en bleu, les stats en bleu, là, ce sont les réponses aux composants de l'expérience.
Elle est ludique, sensorielle, surprenante, relaxante, originale, amusante, etc. De la population générale européenne. Et les chiffres en vert, dans les petits carrés verts, là, c'est la population des 18-25 ans. Donc voilà, c'est exactement le contraire. Il y a plus de 18-25 ans qui est prêt à aller en magasin, à condition qu'on leur serve effectivement autre chose que simplement mettre des produits sur des tablettes. Alors, en d'autres termes, la grande question qui va se poser pour les années à venir, c'est quid du digital en magasin? Donc, première option, est-ce que c'est le e-commerce, le digital dans le commerce de demain, ou est-ce que c'est les réseaux sociaux et les magasins physiques? Je ne vends rien, mais ma conviction, c'est que je pense qu'on va, et ceci n'est pas vrai pour l'Asie, vous avez vu tout à l'heure 0,5%, le e-commerce alimentaire, en Asie, c'est 30%. Donc, mais pour les pays occidentaux, et c'est encore plus vrai en Amérique du Nord, qui est pourtant le pays d'origine Internet, on va plutôt vers réseaux sociaux et magasins physiques que e-commerce, y compris dans le monde alimentaire. Et l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on va vers du digital dans les magasins? Dans le magasin Lancôme sur les Champs-Élysées, vous avez du digital partout, des tas de choses très technologiques. Et là aussi, on a l'impression que c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on a une espèce de marche arrière, c'est plutôt réseaux sociaux et magasins sans digital. Alors je vais prendre un exemple qui est emblématique, c'est Amazon. Parce qu'Amazon, il n'y a pas que Internet. Amazon, c'est aussi un magasin physique. Et donc, Amazon, il avait créé Amazon Go. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Amazon Go. C'est les caméras. Vous rentrez, alors, c'est un peu comme un prêt-à-manger. C'est un mini supérette avec un peu de choses à emporter comme prêt-à-manger. Donc, on rentrait dans le magasin. On était identifié par sa carte de crédit ou sa carte de fidélité. Donc, il y avait 0 identification. C'était digital. Vous preniez les produits. La publicité, c'était rigolo, c'était on voyait le client, il mettait les produits dans son manteau, et à la fin, on s'attendait à ce que le vigile l'attrape, on lui dit, vous avez volé des produits, au contraire, il disait, good morning, Mr. Smith. Donc en fait, il était repéré par des caméras qui voyaient ce qu'il prenait, on l'avait identifié au début, les caméras, elles regardaient ce qu'il prenait, et puis à la fin, tout ça était pris en compte, et c'était facturé sur son compte en banque. Tout ça a fermé, donc ils ont fermé les magasins Amazon Go. D'abord parce que la grande question, c'était le panier moyen, 14 €. Au-delà de combien de clients en même temps dans le magasin, les caméras perdent-elles le signal? Ce qui était quand même la question de fond. 5. Donc moi, un modèle économique à 15 € le panier moyen et 5 clients, à part Rolex, mais c'est pas tout à fait le même panier moyen, j'ai du mal à voir. Et puis après, en plus, on s'est rendu compte qu'au final, c'était pas des algorithmes qui faisaient l'analyse des caméras, c'était des Indiens qui étaient derrière des écrans de télé et qui essayaient de modéliser les parcours. Bon, tout ça a fermé. Alors, il y avait la même chose dans le vêtement. Ils avaient des magasins avec des cintres intelligents, hyper connectés en omnicanalité. Ils ont fermé tout ça et je vais vous montrer ce sur quoi ils investissent aujourd'hui. Amazon, je suis en train de vous parler de la branche physique d'Amazon. Donc, toute la partie digitale, c'est fini. Et ils sont en train de surinvestir sur une chaîne de supermarchés qui existe peu en Europe, il y en a un peu en Angleterre, ça s'appelle Whole Food Market. C'est un peu, pour donner une analogie, c'est une espèce de grand frais. Vous voyez, grand frais. Donc regardez bien le dernier concept. C'est moi qui prends les photos, hein, donc c'est vraiment de l'information réelle. C'est le dernier concept de cette chaîne de supermarchés qui appartient à Amazon. Donc je vous laisse revoir les photos. Ça, c'est le rayon boulangerie. Ça fait plus de 40 ans que j'étudie le commerce, j'ai l'impression que je suis revenu aux années 50. Bon, je n'ai pas connu les années 50, mais j'ai l'impression qu'on est dans un supermarché, mais hyper traditionnel. Vous avez des démonstrations de stands, parce qu'ils ont compris que dès que vous faisiez un peu de conseils, de démonstration, vous augmentiez le taux de transformation. Donc ils ont fait venir John avec son jambon. Bon. Et puis ils ont réinventé, ça c'est surréaliste, ils réinventent la marque de distributeur dans la version années 70. Les plus âgés de la salle ont dû connaître les premières marques de distributeurs d'Euromarché. S'il y en a à qui ça dit encore quelque chose, Euromarché, qui a inventé les marques de distributeurs. C'était pas rouge et jaune, c'était blanc, avec rien dessus. Il y avait le nom du produit, très simple, et voilà. Et là, Amazon Saver, donc c'est très explicite, on va vous faire gagner de l'argent, enfin, on va économiser de l'argent. Le produit, alors on peut pas dire qu'ils sont dans une mise en scène exceptionnelle, et ils ont pris les couleurs que vous connaissez tous de base du discount, parce que les couleurs les plus visibles, le jaune et le rouge. Donc quand on voit ce qu'est aujourd'hui l'investissement d'Amazon, alors par contre il y a du service. Là on voit, il y a du service, ça les gens aujourd'hui ils veulent bien personnaliser, etc. Donc il y a du service, mais pour l'instant si vous regardez bien, c'est où est Charlie? La question c'est où est le digital? Il y a 0 digital dans le magasin. Le seul moment à la caisse, ils vous demandent si vous êtes Prime, ce qui vous permet d'avoir un peu de discount, et eux, ça leur permet de mettre à jour leur base de données. Pourquoi? Parce que la plupart des e-commerçants, même les très gros, ne gagnent pas d'argent avec le e-commerce.
il gagne de l'argent avec autre chose. Amazon, il gagne de l'argent avec toute sa branche informatique, ça s'appelle AWS, Amazon Web Services. Et donc, la transaction, finalement, le fait que les gens aillent acheter des choses sur Amazon ou dans les magasins, permet d'augmenter la base de données ensuite, ils peuvent monétiser. Les drives ne gagnent pas d'argent. C'est-à-dire comment les drives, surtout quand ils sont implantés à côté des concurrents, c'est le cas de Leclerc, qui a plus de 50% de part de marché, ils gagnent de l'argent en augmentant, par exemple Leclerc, de 6 milliards, son pouvoir de négociation sur ses fournisseurs, mais pas dans la transaction. Donc on voit bien qu'ils ont compris que dans le digital, c'est quand même compliqué, et c'est pour ça qu'effectivement, on voit qu'ils sont en train de changer de braquet. Et l'autre chose qui vient de sortir, c'est qu'ils sont en train de créer des supérettes. Donc ils réinventent la supérette comme anciennement Shopee, 8 qui aujourd'hui sont des marques de Carrefour. Pour terminer ce chapitre, avant de rentrer dans le cœur de la soirée sur la question du non-alimentaire physique, je voudrais... moi, j'ai une double formation. J'ai un doctorat d'économie, du commerce, de microéconomie, et un doctorat d'anthropologie, sur le commerce aussi, c'est la consommation. Et en anthropologie, il y a ce qu'on appelle des structures, c'est-à-dire des universels, des universaux, des invariants. Et je trouve très intéressant ce que dit mon collègue Robert Ebguy, qui est lui est plutôt un psychanalyste, mais qui a énormément travaillé sur le commerce et la consommation. Et il dit, il y a dans la société en général, et en particulier dans les sociétés anxiogènes, on revient aux crises, les gilets jaunes, la guerre d'Ukraine, les problèmes politiques, etc. Il y a ce qu'il appelle, on leur retrouve tous ces éléments-là, mais de toute façon, toutes les sociétés sont souvent très anxiogènes. Les 30 Glorieuses ont été une sorte de période quasiment absolument anormale. Avant, il y avait les guerres, la famine, etc. Juste un point, Baudelaire, que vous connaissez, qui était, outre d'être poète, il était aussi sociologue du 19e siècle. Il écrivait des rubriques dans les journaux d'essayer d'expliquer ce qui se passait au 19e siècle. Et il dit, le 19e siècle, c'est l'urbanisation, c'est le salariat, c'est très anxiogène, c'est un siècle très compliqué, parce qu'on change radicalement de mode de vie. Avant, les gens vivaient dans les campagnes, ils faisaient les produits eux-mêmes, ça. Alors on les amène dans les villes, on les salarie, on leur change le mode de vie. Il dit, c'est très dur. Et donc le 19e siècle, Baudelaire dit, mais qu'est-ce que le 19e siècle a inventé pour rendre la vie moins difficile? Il a inventé le romantisme et l'ésotérisme, qui sont deux grands courants du 19e. Et donc Robert Ebguy dit la même chose, il dit les sociétés ont besoin de ce qu'il appelle de caressage. Il parle de carence en caressage, et notamment encore plus quand les sociétés sont en crise. Et ce caressage, pour Ebguy, qui a étudié ça assez finement, il passe par deux choses. Il passe par le lien social, la relation humaine, c'est une sorte de caressage de proximité. Et puis, il passe par des formes d'exaltation. Il faut réenchanter. C'est-à-dire, si on ne réenchante pas, alors ça peut passer par le design du magasin, par l'offre produit, mais aussi par la relation. Donc, s'il y a ni relation ni réenchantement, ce qui est quand même le cas beaucoup du digital en magasin, ça ne fonctionne pas. Et au contraire, là, ça peut apporter un certain nombre d'avantages. Voilà, deuxième point, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou des témoignages sur ce deuxième élément, les problèmes du digital, plutôt les réseaux sociaux et les magasins que le e-commerce, ou des magasins qui seraient bourrés de technologies, qui en plus coûtent cher et sont difficiles à mettre en œuvre. Je sens... Attends. Ils sont plus attentifs que mes étudiants. Hein. Non, je crois que les indépendants ont bien remarqué que finalement les réseaux sociaux augmentent le trafic en magasin. C'est ça surtout. Ne génèrent pas forcément de ventes sur leur site web quand ils ont un e-commerce, mais en tout cas peuvent augmenter le trafic en magasin, et c'est ce qu'on cherche, surtout avec les réseaux sociaux. On va le voir tout à l'heure avec un témoignage qui montre vraiment un de vos collègues du Sud, qui montre effectivement qu'il a essayé le e-commerce sans succès et qu'il a plutôt opté pour les réseaux sociaux. Je travaille avec beaucoup d'opticiens pour différentes enseignes ou fédérations d'optique. Aujourd'hui, on est à peu près à plus de 1000 opticiens qu'on a fait travailler sur ces thèmes-là. Bon, l'opticien, il a marché en partie publique, donc le marché est assez captif. Néanmoins, le recours aux réseaux sociaux, on estime dans le secteur de l'optique que ça draine entre 15 et 18% de trafic additionnel, donc c'est pas neutre. Pourtant, sur un marché qui est quand même beaucoup plus captif. Troisième épisode, on entre dans la question du commerce non alimentaire. Le commerce non alimentaire tend à devenir bipolaire. Alors, c'est pas bipolaire au sens où vous l'imaginez. Vous allez voir que bipolaire en économie, ça a une particularité.
Alors, je voudrais, on va pas se cacher la réalité. J'ai pris un exemple emblématique des problèmes que tout à l'heure évoquait le président Talamon. La rue Serpenoise à Metz. Est-ce qu'il y a des Messines ou des Messins ici, ou est-ce que je suis uniquement entouré de Bretonnes et de Bretons? Personne n'a vécu un bout de sa vie à Metz, par exemple? Si? La rue Serpenoise. La rue, il y avait 3 rues commerçantes en France, emblématiques. La rue Serpenoise à Metz, qui, je crois, à une époque, a été le premier chiffre d'affaires au mètre carré de toutes les villes de France. La rue du commerce à Paris et la rue à Bordeaux, Sainte-Catherine. Voilà. Regardez aujourd'hui ce qu'est la rue Serpenoise. Voilà. C'est que de la vacance commerciale, que de la friche commerciale. Et le centre Saint-Jacques qui est au bout, c'est 90%, il n'y a plus qu'un Action, ils ont fait venir un Action pour créer. Oui, alors on va y revenir. Mais pas que. Vous allez voir que c'est pire que ça. Il n'y a pas qu'un seul facteur, ni le e-commerce, ni l'accessibilité. Vous allez voir. Le centre Saint-Jacques, il n'y a plus qu'un seul magasin. Ben, c'est dommage. Comme quoi, c'est bien un raisonnement a fortiori, ça n'est pas que ça, la problématique. Alors, bon, là aussi, je ne vais pas rentrer dans 50 statistiques, on en a beaucoup, mais on voit bien, là, si vous regardez bien, par exemple, la partie de droite, qui est plus intéressante, parce qu'elle est en termes de canaux et de format de distribution, ben, on voit que ce que disait le président Talamon tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à part les grandes chaînes de type Primark et autres, par exemple dans le secteur, tous les formats sont en récession, y compris les hypermarchés, tu l'as dit tout à l'heure, hein, et c'est pas nouveau, hein, le non alimentaire en hypermarché en général, hein, pas que le vêtement, il est en récession, d'ailleurs c'est depuis 15 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, ils se concentrent, et vous allez voir la taille des hypermarchés se réduire de plus en plus sur des produits à forte rotation de type alimentaire, mais c'est pas le sujet. Alors, on pourrait dire les 2 facteurs qui expliquent ça, les problèmes du commerce physique non alimentaire, et pas que le textile ou l'habillement, c'est le e-commerce qui capte jusqu'à 30%, et effectivement l'accessibilité. Malheureusement, c'est un peu la mauvaise nouvelle de ce soir, c'est beaucoup plus multifactoriel. Et il y a beaucoup plus de facteurs. Ouais, c'est là tout de suite, ça fait un choc. Donc d'abord, il faut revenir au début du début, c'est les budgets des ménages. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui se passe dans les budgets des ménages? Eh bien, dans le budget des ménages, quand vous regardez depuis 50 ans, vous voyez que c'est le logement et l'énergie qui a capté une grosse partie du budget des ménages, un peu les transports aujourd'hui, les loisirs, mais que le non-alimentaire, l'habillement... alors, l'alimentaire aussi, mais c'est en valeur. C'est-à-dire que comme c'est de moins en moins cher pour acheter, évidemment, on ne peut pas tout comparer, on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes, mais on peut dans les comparaisons. Là, on est sur du volume. C'est-à-dire que c'est et en valeur et en volume. L'alimentaire, c'est principalement en valeur. Donc on voit, grosso modo, si je le résume, sur la question du budget des ménages, c'est que, en fait, il y a une grosse partie qui part sur des dépenses contraintes, l'énergie, les logements, des dépenses semi-contraintes, les box, les téléphones. Bon, aujourd'hui, c'est quasiment comme l'électricité. Et puis dans les dépenses volontaires, c'est beaucoup aujourd'hui les loisirs et les transports. Je disais, le site le plus fréquenté l'année dernière, c'était la SNCF. Bon, alors après, on va le revoir tout à l'heure, on a aussi une très grande élasticité par rapport effectivement aux enjeux conjoncturels et tout ça. On voit bien que la consommation a baissé. Elle n'a d'ailleurs pas tant baissé à cause du Covid, elle a baissé à cause de la guerre d'Ukraine et donc de l'inflation qui a été entraînée. C'est l'inflation, on verra tout à l'heure, je ne vais pas le développer maintenant, que l'inflation a un effet mécanique sur la consommation et dès qu'il y a moins d'inflation, ça remonte, etc., etc. Alors, on a donc des reports sur d'autres postes, les télécoms, les voyages, les loisirs. Et puis, on a un autre élément qui est sourd, qui ne se voit pas autant que le e-commerce ou le parking ou l'accessibilité, c'est la baisse démographique, et notamment la taille des foyers. Alors, la population française augmente, c'est la partie gauche des graphiques. Par contre, la taille des ménages diminue. Vous voyez, 2,58 en 1995, 2,29 en 2015, 2,21 en 2025. Et on a modélisé, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est Nielsen, qui a modélisé la perte, le manque à gagner que ça représentait pour le commerce en général. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'effet de synergie dans le foyer. On est sur un commerce, sur des achats qui sont plus analytiques, plus cognitifs, etc. Enfin, ça fait baisser, vous voyez, on a moins 8%, moins 13%, moins 11%, moins 35%. Il y a une véritable loi entre la modification de la taille du foyer et les dépenses dans la consommation. Alors on a aussi un autre élément,
qui lui a été fortement valorisé par le Covid, c'est la saturation des équipements des foyers. Bon, c'est une affaire démographique. C'est-à-dire que là, on arrive à la fin des boomers, donc ils ont accumulé des choses, les maisons sont plus grandes, ils ont accumulé, etc. etc. Pendant le Covid, les gens n'avaient pas grand-chose à faire, et donc ils ont fait du tri chez eux. Enfin, ils ont essayé de faire du tri. Avant de faire du tri, ils ont regardé ce qu'ils avaient dans les placards, et quand ils ont ouvert les placards, ils ont vu ça. Donc là, effectivement, on a tous fait ça, c'est bon. Et donc là, ils se sont dit, bon, peut-être qu'avant, c'est peut-être un peu exagéré. J'ai une collègue à Dauphine qui mène des travaux sur ces choses-là, et elle montre même qu'il y a jusqu'à 20% des produits non déballés. C'est-à-dire, non seulement les gens, ils stockent des tas de choses, mais y compris des choses qui n'ont pas déballé. Donc, ils se sont dit, peut-être, c'est pas la peine de réacheter des choses. Toute la publicité qui a été très controversée sur le dévendeur, que vous avez peut-être vu, ça avait été fait par le ministère de la Transition écologique, c'était ça, c'est le client rentre et il veut acheter un nouveau polo et le vendeur lui dit, mais non, n'achetez pas un nouveau polo, vous l'avez déjà chez vous. Il lui dit, mais je comprends pas, vous êtes un vendeur. Il dit, non, je suis un dévendeur. Bon, je vous dis pas le scandale que ça a fait au niveau du ministère de l'économie, parce qu'évidemment, ou du commerce, etc. Bon, autre élément, et on va rentrer dans le vif du sujet, on assiste dans tous les secteurs de la consommation, mais encore plus dans le non-alimentaire, parce que les enjeux d'investissement sont très importants, à une concentration progressive depuis 40 ans des acteurs. Et aujourd'hui, et c'est un tout petit peu moins vrai dans votre secteur, c'est absolument homogène dans la plupart des secteurs hors textile, bricolage, jardinage, décoration, culture, etc. Dans les pays occidentaux, 80% du chiffre d'affaires est fait par des grands groupes et des grandes enseignes. Si vous prenez le bricolage, que vous avez enlevé Leroy Merlin, Castorama, Weldon qui appartient à Leroy Merlin et Brico Dépôt qui appartient à Castorama et à Bricomarché, il ne vous reste pas grand-chose. Donc on voit qu'on a une très forte concentration des acteurs qui, jouant sur des effets de volume, vont faire baisser les prix et donc, on va le voir évidemment, captent de plus en plus de clientèle. Ce qui est intéressant dans l'habillement d'ailleurs à voir, alors c'est aussi qu'il y a des modifications des modes de vie et de consommation, c'est qu'aujourd'hui les deux acteurs dominants dans votre secteur, c'est Intersport et Decathlon. C'est de voir que là, alors ça c'est pas tant lié à la structure des distributeurs, c'est aussi lié à l'évolution des modes de consommation. J'ai mis quelques photos ici, on voit bien à quel point le sportswear est devenu un peu la tendance dominante. Bon, le e-commerce, j'y reviens pas, en moyenne on est à 20%, vous êtes plutôt autour de 23%, voire plus. Ouais, 26. Et puis si on regarde bien, effectivement, dans le domaine purement Internet, on voit que là, on a Amazon, à part Decathlon, Shein, Zalando, Vinted, les pure players sont très présents dans votre secteur, plus sans doute que, par exemple, dans le bricolage, on est plutôt autour de 8%. Ça dépend des secteurs. Autre élément qui vous est défavorable, non, les gens ne reviennent pas consommer en centre-ville. Alors ça dépend, toutes choses étant égales par ailleurs, ce que je dis n'est pas vrai au-delà de 100 000 habitants. Il y a des statistiques très précises, je pense notamment à l'étude sur les vacances commerciales de l'Inspection générale des finances, qui montre qu'au-delà de 100 000 habitants, tout ce qu'on raconte là est beaucoup plus atténué. C'est évident, les gens ils achètent là où ils habitent, là où ils travaillent et là où ils passent. Donc, pour moi, la question de l'urbanisme commercial, c'est d'abord une question d'urbanisme. C'est-à-dire, si vous ne ramenez pas dans les villes des habitants, des salariés, ou même des gens qui transitent, ben vous ne ramènerez pas de clients. D'autant que le coût d'acquisition physique d'un client est beaucoup plus important aujourd'hui. Pour le dire autrement, les gens veulent faire de moins en moins d'efforts. Une chaîne comme Monoprix, quand elle a été réinventée en 2000 par Galeries Lafayette, sa zone primaire de chalandise à pied, c'était 15 minutes. Aujourd'hui, c'est 3 minutes, 4 minutes. C'est-à-dire que les gens veulent de plus en plus être ce qu'on appelle visqueux au commerce. Donc si vous n'avez pas cette viscosité entre les habitants, les salariés, etc., ben forcément, il y a moins d'acheteurs. S'il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas d'acheteurs. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas d'acheteurs. Donc l'étalement urbain continue. Et il s'est amplifié avec le Covid. Les gens veulent aller habiter en périphérie pour des raisons de mode de vie, de tranquillité, de coûts, etc. Donc forcément, ça donne plutôt une prime aux acteurs qui s'installent eux aussi en périphérie, c'est-à-dire ceux dont on parlait tout à l'heure. Alors on arrive à la question de la perte d'attractivité et de l'accessibilité des centres-villes. Alors c'est un sujet qui pourrait occuper pendant 3 heures. On travaille, vous imaginez, beaucoup sur le sujet. Le commerce, il y a une règle qui a été modélisée en 68 par un Américain qui s'appelle Ronald Gist, qui dit qu'il n'y a que 2 modèles économiques dans le commerce. C'est volume et rotation ou marge et rotation. Marge et volume, c'est généralement incompatible, à part chez Apple, mais autrement, parce que qui dit marge élevée dit plutôt prix élevé, donc moins de volume.
Donc, où on a volume et rotation avec des prix abordables, où on a moins de volume, et dans ce cas-là, il faut compenser par de la marge. Il y a une autre règle qui a été théorisée par un gars qui s'appelle Bernardo Florio, qui a inventé le commerce moderne, qui dit « no parking, no business ». Donc on a une équation simple, on a des gens qui ne veulent pas faire d'efforts, qui veulent que ce soit le plus simple possible, que l'accessibilité soit la plus simple possible. Donc soit ils viennent à pied ou en vélo, dont acte, mais c'est sûr qu'ils vont emporter moins à pied ou en vélo qu'en voiture. Donc forcément, on va avoir moins de volume, donc moins de chiffre d'affaires. Et donc si on n'est pas capable de compenser par la marge, c'est-à-dire par des prix plus élevés, la diminution du volume, économiquement, ça ne fonctionne pas. Or, comme au même moment, on a un contexte qui est très anxiogène et qui amène plutôt, comme on l'a vu avec l'inflation, à rechercher du prix bas, on a une situation qui est assez catastrophique, qui est moins de volume et moins de marge. Donc évidemment, ça pose toute une série de questions économiques. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les villes, les collectivités ne comprennent pas ça ? Elles ne comprennent pas ça parce qu'elles ont un autre programme quasiment philosophique. C'est d'avoir des villes vertes. Donc la priorité, c'est vraiment un choix philosophique. Elle est de dire, nous, on privilégie la qualité de vie indépendamment de l'économie. Donc c'est un choix qui est plutôt un choix, je dirais, philosophique qu'économique. Après, ça se négocie, ça se discute, etc. Mais c'est sûr que vous allez enlever l'accessibilité, forcément, vous allez enlever beaucoup d'attractivité, de chiffre d'affaires, etc. Et encore une fois, l'emport, c'est-à-dire ce que les gens vont acheter, vous emportez moins à pied ou en vélo que vous l'emportez en voiture. Et la commodité, et puis il faut marcher, vous avez plus d'efforts. Je reviendrai tout à l'heure sur l'homo economicus. L'homo economicus, c'est pas uniquement des gens qui veulent minimiser leurs efforts économiques. Dès le XVIIIe siècle, Adam Smith, c'est un de ceux qui a inventé l'économie, il parle d'efforts, mais pas qu'économiques. Il parle d'efforts cognitifs, d'efforts physiques. Il dit les gens veulent minimiser leurs efforts, c'est-à-dire ils veulent dépenser moins, mais ils veulent aussi dépenser moins en énergie, c'est-à-dire en mouvement du corps, et ils veulent avoir le moins d'efforts mental à faire. Donc ça veut dire que c'est pas que les prix bas, c'est aussi l'ensemble du dispositif commercial doit être le plus facile à faire. J'y reviendrai tout à l'heure. Bon, pour finir dans les questions qui vont quand même sérieusement attaquer le non-alimentaire physique, les nouveaux usages. Regardez les arts de la table. Par exemple, c'est un secteur qui a été complètement modifié il y a une vingtaine d'années. Avant, les listes de mariage, c'était de l'art de la table. Aujourd'hui, c'est de l'argent liquide ou des voyages. Bon. Regardez les bijoux. Vous avez des enquêtes aujourd'hui, vous demandez aux gens, citez-moi une marque de luxe dans la bijouterie. Et les gens, ils citent aussi bien Tiffany, d'accord, que Pandora. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est de chez Pandora dans la salle. Je n'ai rien contre Pandora, mais je ne suis pas complètement sûr que, Madame la Présidente, vous seriez aussi contente si on vous offrait du Tiffany ou du Pandora. Je pense qu'il y a une petite prime au Tiffany. Non, mais ça montre à quel point on a réinventé, etc. Et puis, alors, ça, on le verra tout à l'heure dans mon dernier chapitre, il y a effectivement ce qu'on appelle les nouvelles consommations. On va louer plutôt qu'acheter. On va mutualiser avec ses voisins plutôt qu'aller acheter. La seconde main, on appelle les produits de seconde main, c'est un anglicisme. Moi, quand j'étais jeune, ça s'appelait des produits d'occasion. J'allais acheter mes vestes Harris Tweed au fripe et je les payais 3 francs 6 sous. La durabilité, etc. Alors tout ça, on va le voir, je ne vais pas le développer maintenant. Oui, ce sont des manques à gagner. Mais attention, en réalité, il y a beaucoup plus dans le déclaratif des consommateurs que dans la réalité des comportements. On dira tout à l'heure. Alors, tout ça nous amène à un modèle, donc ce fameux modèle bipolaire, qui n'est pas du tout récent. C'est théorisé par la science économique depuis très longtemps. Ça nous dit que quand on a tous les facteurs de crise qu'on vient d'évoquer, etc., vous avez une dilatation des secteurs. Donc d'un côté, très peu d'acteurs, donc c'est la courbe rouge, très peu d'acteurs qui font beaucoup de chiffre d'affaires parce qu'ils font du volume et du prix. Et puis de l'autre côté, vous avez une longue traîne, ce qu'on appelle une longue traîne, de commerce, enfin ceux qui s'en sortent bien, de commerce, bon ici c'est du commerce, ça peut être dans l'industrie la même chose, qui sont plutôt du commerce de niche, plutôt avec une faible volumétrie, c'est pas des chaînes avec plein de magasins, etc. Plutôt, eux ils sont plutôt sur la marge que sur le volume. Grâce à quoi ? Grâce à une expérience client, une relation client, des produits un peu originaux, du service. Et puis, ils ont des stratégies prudentes. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 10 magasins, ils vont en avoir un peu moins, et puis ils vont se concentrer là-dessus. C'est plus intensif. Mais ceux qui souffrent, c'est ceux qui sont entre les deux.
ce qu'on appelle le big middle, que j'ai mis au milieu, qui n'ont finalement ni les capex, ni la capacité d'investissement de se développer massivement pour faire des prix bas des grandes enseignes, qui captent souvent 80% du marché, ni l'agilité et l'inventivité et l'expertise de ces acteurs indépendants qui, eux, sont plus malins, mieux positionnés. Ils sont ni l'un ni l'autre. Et si vous regardez toutes les chaînes qui sont en train de faillir aujourd'hui, en grande partie, elles étaient dans ce big middle. Il n'y avait plus vraiment de valeur ajoutée, de différenciation. Et en même temps, elles n'avaient pas les prix qu'on pouvait trouver ou sur Shein ou sur Primark. Et puis, intéressant de voir, pour sortir de ça, il y en a même qui vont jusqu'à ce qu'on appelle se premiumiser. C'est-à-dire, non seulement il y a de l'expertise, mais ils vont vous donner l'impression que vous êtes dans un magasin de luxe. Je suis désolé. Je sais que je vais mettre à dos les grands passionnés de Couche-Midi qui sont dans la salle. Mais enfin, Couche-Midi, c'est un produit de grande consommation. Mais regardez les magasins. Donc on a l'impression qu'on est en train d'acheter un thé. On est dans le Chanel, voire plus du thé. Ça, par exemple, vous diriez que c'est un magasin Vuitton? Non, ce serait quoi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Un hôtel? Non, c'est un magasin. Une laverie. Oh, n'exagérons pas, Madame la Présidente. Il y en a une aussi jolie. C'est vrai? Bon, alors c'est le dernier concept de Grand Optical. Ouais. Oui, pour monter un peu en sortir en haut. Alors, on va vous donner le témoignage d'un de vos collègues qui, lui, Alors, il n'est pas sur la premiumisation, quoique, il est sur tout ce qu'on a dit, sur l'expertise, l'expérience, la relation, les réseaux sociaux, etc. Il s'appelle Jean Chapelle, il a été élu meilleur commerçant de sa région et il a maintenant une envergure importante. Donc, on va vous montrer une vidéo qu'on avait faite ensemble à la Chambre de commerce d'Arles. Bonjour à tous. Je suis très honoré de pouvoir apporter mon témoignage sur tous ces sujets-là que je vis au quotidien, que vous vivez certainement tous au quotidien. Donc effectivement, nous, on est un commerce indépendant de vêtements. Moi, j'en suis la 4e génération. J'ai pris la suite des affaires de ma famille, mais ma famille était surtout fabricant en fait, de vêtements de travail et de jeans. Aujourd'hui, on est détaillant en fait, à l'emplacement de l'ancienne usine de confection de mes arrière-grands-parents et de mes grands-parents. Et donc, on est dans un village. Donc ça, c'est le premier paramètre qui est difficile, on va dire, puisqu'on est dans un village, dans une petite ville de 8000 habitants à Sénas. Et donc aujourd'hui, nos techniques, ou on va dire nos méthodes pour continuer à essayer d'avoir du flux encore en magasin, c'est avant tout les réseaux sociaux. Donc on s'est essayé à de la vente en ligne directe. En fait, on a essayé 2 fois d'investir dans des sites internet en mettant en place toute la logistique à notre niveau. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui le faisais, plus des collaborateurs à nous. Mais ça a échoué à chaque fois. En fait, les 2 tentatives, malgré de l'argent, malgré beaucoup de bonne volonté, ça a échoué. On n'a pas réussi. Ça n'a jamais été une réussite. Donc on a décidé de se concentrer uniquement sur les réseaux sociaux. Plus précisément sur Instagram. Et aujourd'hui, très honnêtement, tous les nouveaux clients, tous les nouveaux consommateurs qu'on a en magasin, ce sont des gens qui arrivent via les réseaux sociaux, via Instagram. Un petit peu via TikTok, via Facebook, mais principalement Instagram. On travaille et on investit aussi des campagnes sponsorisées sur le sujet. C'est quelque chose qui est important, de faire de la pub sponsorisée, de mettre des budgets sur Instagram. Mais vraiment, un des premiers leviers importants aujourd'hui, c'est ça. Après, je peux continuer en parlant de la seconde main, puisque nous, on en fait depuis bien avant que ça soit en fait à la mode. On a toujours fait du vintage, de la fripe. Donc, on continue à en faire. On a même fait grossir les espaces de seconde main dans le magasin, parce qu'on pense que c'est un vecteur de marge aussi plus important, il ne faut pas se le cacher, dans le vintage, dans la fripe, les marges sont plus intéressantes aussi. Et puis voilà, ça prend, c'est des grosses parts de marché. Aujourd'hui, c'est à peu près 45% de notre chiffre d'affaires, la fripe, et on continue à le développer. Et je pense qu'à terme, on va encore plus le développer. Voilà, on continue aussi à, comme disait le président de notre fédération, à faire du magasin un lieu de vie. Donc on communique sur les réseaux sociaux en créant des événements, des soirées, des soirées réservées à nos clients, nos bons clients et pas que, pour essayer vraiment en permanence de gérer un nouveau flux, de fidéliser les gens, d'apporter aussi ce côté lieu de vie, on se retrouve ensemble, on essaie de passer un bon moment, et puis en même temps, bien évidemment, ça donne l'envie d'acheter à des clients autour d'une dégustation d'alcool, d'un DJ, d'un concert, d'un défilé de mode, enfin, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses importantes et qui sont aujourd'hui vraiment vitales, puisqu'on est un peu presque des survivants. La réalité du marché est là. On est dans un marché qui est très compliqué.
Vous avez parfaitement expliqué, je crois, tous les éléments. Mais on continue à y croire. On pense qu'il y a encore des choses à faire et que le magasin physique, bien sûr, a encore des beaux jours devant lui. Voilà, à peu près tout. Merci. Parfait. Alors, on revient. Donc, témoignages, questions par rapport à ce qu'on vient d'entendre, le rôle des réseaux sociaux par rapport au e-commerce, le fait de faire vivre des expériences aux clients, l'importance de la relation client plutôt que le digital dans le magasin. Ouais. Oui, utilisez votre micro. Utilisez votre micro. Oui, je suis morlaisien depuis très longtemps et j'assiste avec beaucoup de douleur à la désertification volontaire de cette ville par des mesures qui sont faites pour éviter que les gens viennent en ville. Et je suis malheureux parce que j'ai 60 ans de commerce dans cette ville qui se dégrade. Il y a 100 fonds de commerce qui sont vides. Rien n'est fait pour attirer qui que ce soit en ville. Alors moi, je veux bien qu'on me donne tous les conseils possibles et imaginables, et je veux bien qu'on me réponde, mais la réalité, je l'ai confrontée tous les jours à cette ville, et je serais content que nos hommes politiques ou nos décideurs écoutent un peu ce que vous dites. Non, mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que, bon, alors moi d'abord, je dis la même chose, encore une fois, je suis universitaire, c'est-à-dire que je relate des travaux de recherche, etc. Je ne vends rien dans aucune orientation. Je dis la même chose à tout le monde. Et y compris aux collectivités, y compris au niveau national. Je suis membre de la commission du commerce et de la commission des comptes, etc. Donc, je vous disais, c'est autre chose. Ce sont des choix différents. C'est-à-dire que, d'un côté, je pense que les élus font des choix plutôt philosophiques, d'une philosophie de la ville. Oui, mais qui sont quand même liés à des représentations de ce qu'est la ville. Et puis de l'autre côté, il y a des choix économiques, mais c'est pas les mêmes. Donc je pense qu'ils entendent ça, mais ça les intéresse pas. Et vous avez un certain nombre de collectivités pour qui, je voudrais que ce soit pas mal interprété, mais qui ont gardé l'idée que Marx développe dans le Capital, qui est que Marx, dans le Capital, fait une analyse de la valeur de la marchandise. Et il dit, en ayant analysé les raisons de la Révolution française, qui était le premier métier de Karl Marx, c'était d'étudier pourquoi il y a eu la Révolution française, et il dit c'est une perte de confiance dans les grandes religions sacerdotales, etc. Il dit mais les humains ne peuvent pas vivre sans des mythes, sans etc. Et ça sera la consommation qui deviendra le nouvel opium du peuple. Donc ça veut dire que Marx, il pose dans le Capital que la consommation, c'est le nouvel opium du peuple, avec tout ce que ça a de négatif. Je pense qu'il y a aujourd'hui un certain nombre d'élus qui non seulement veulent modifier la ville et avoir des villes d'un autre type, mais pour qui le commerce, et notamment le commerce non alimentaire, représente, entre guillemets, une forme d'opium pour le peuple, c'est-à-dire des formes d'addiction qu'il faut combattre et qui peuvent, en allant un peu plus loin, aller à l'hyperconsommation et autres. Donc je pense qu'il y a des choix plus que politiques, des vrais choix philosophiques d'avoir des villes plus vertes que commerçantes. Dans tous les cas, j'ai rencontré des élus qui étaient dans cette logique-là. Donc ils entendent, mais ça ne les intéresse pas parce que ça ne sont pas leurs choix philosophiques et politiques. La superconsommation vient de la grande distribution, elle ne vient pas du commerce indépendant. Oui, mais c'est pas ce que je dis. Dans leur perception à eux, c'est l'ensemble du commerce qui est... Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait 18 ans d'études supérieures, 3 doctorats, 2 grandes écoles, etc. Mes maîtres ont passé leur temps à m'expliquer qu'ils ne comprenaient pas comment quelqu'un qui avait fait autant d'études pouvait se gâcher à travailler sur le commerce. Ce qui est tout à fait différent au Royaume-Uni. Il y a une vraie culture du commerce au Royaume-Uni et les collectivités se battent pour ça. C'est assez culturel. Vous vouliez témoigner ? Je vais juste reprendre quelque chose qu'a dit Monsieur Tristan. C'est que ce n'est pas 100 commerces vacants qu'il y a au centre-ville de Morlaix. Pardon ? Ce n'est pas 100 commerces vacants. C'est 70 commerces vacants. Vous m'accompagnerez, puis on ira... C'est les derniers résultats que nous avons... Pardon ? Ce sont les derniers résultats que nous avons. Que ce soit 100 ou 70... 30, alors, 30, c'est beaucoup. Pardon ? Une différence de 30, c'est beaucoup. Depuis ces derniers mois, nous avons de nombreuses ouvertures au centre-ville. On peut faire le tour du centre-ville ensemble, si vous voulez, demain. On fera le tour ensemble. Allons-y, on ira. Je vous donne rendez-vous à 9h. Faut appuyer sur le... Vas-y, c'est bon.
Je suis d'accord avec ce que monsieur vient de dire, évidemment. Je pense qu'on a des élus qui sont à l'ouest de ce que... Enfin, ils ne savent pas ce que c'est le commerce, en fait. Et vous êtes d'accord avec moi? OK. Tout le monde est d'accord? Merci. En fait, je pense que tout à l'heure, vous avez dit no parking, no business. Et effectivement, personne ne se pose la question quand il va à la grande distribution à savoir s'il va trouver une place ou pas. Moi, je fais partie des commerçants qui deviennent assez rares. Je tiens une boutique de chaussures pour les enfants. Et c'est quelque chose qui devient assez rare. Et j'ai des gens qui se déplacent de très loin pour venir me voir. Quand ils ont fait une demi-heure, 3/4 d'heure de route et qu'ils mettent 20 à 25 minutes avant de trouver une place, je peux vous dire que je l'entends. Je suis toujours très agréable avec mes clients. Enfin, tout au moins, j'essaye de l'être au maximum. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devient insupportable quand une matinée, on l'a entendu 3 fois, on se dit qu'il y a réellement un problème. Et à côté de ça, en face de nous, on a des politiques ou des élus. Et quel que soit le bord et quelles que soient les années, ça fait 25 ans aussi que je suis commerçante. Et il n'y a aucun effort de fait sur ce côté-là. Maintenant, pour revenir à la situation de nos villes qui changent avec des rues piétonnes, des pistes cyclables, etc., je n'ai absolument rien contre le vélo. Je n'ai rien contre les piétons. Je fais du sport aussi. Par contre... en fait, on est sur un phénomène où c'est quelque chose qui se passe partout en France, sous prétexte, non mais là, moi je parle de la France, de notre région particulièrement, c'est quelque chose qu'on connaît tous, et sous prétexte d'aide européenne, on nous colle des études de gens qui viennent de grandes villes, de Paris, où le transport en commun passe tous les 2 minutes, alors que chez nous, c'est tous les 50 minutes et ça ne dessert pas tous les quartiers. On est sur des Parisiens, des Nantais, des Rennais, des Lyonnais qui viennent nous faire des études. Et nos politiques gobent ce qu'ils nous disent, font ce qu'ils nous proposent, et à l'inverse de ce que voudraient les commerçants, et sans avoir leur avis. Et ça, pour conclure, je partage tout à fait votre vision. Et encore une fois, la taille de la ville est déterminante. On sait que les 2 seuils en deçà desquels la vacance commence à augmenter, c'est 100 000 habitants d'un côté, ensuite c'est en dessous de 50 000 habitants, et après, effectivement, ça devient très compliqué. Tout ce que vous dites est tout à fait pertinent. Je voudrais terminer mon dernier point, puisque malheureusement, on me presse là de dire... Ah, pardon. Ah, il y avait une remarque. Je me permets de revenir sur le point sur la diffusion omnicanaux, etc. Que pensez-vous de l'avenir du développement de TikTok Shop ou même de la vente par les lives? C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, mais je ne sais pas si c'est vraiment... Alors, oui et non. Alors là, vous ouvrez un chapitre qui m'est très cher, parce que la chaire travaille depuis 8 ans sur cette question qu'on appelle le live shopping. Pourquoi ? Parce que quand j'ai créé la chaire il y a 8 ans, je venais de faire une grosse mission sur la Chine. Et dans les étonnements qui m'étaient apparus, c'était que d'abord que le e-commerce était très très pénétrant, que ce soit en alimentaire, non alimentaire, mais que c'était pas un e-commerce qui se faisait sur des sites web ni sur des applications, mais sur des réseaux sociaux, des applications de chat, du live de type FaceTime, etc. Et notamment en temps réel. Alors, en fait, ils avaient combiné, c'est une question très pertinente, ils avaient combiné la transaction et l'influence. Alors, je trouvais ça très intéressant. Je dis, bon, est-ce que c'est une évolution du e-commerce? Donc, on le suit, y compris avec les grands responsables de chez Meta, etc. On a travaillé avec le modèle Snapchat, Sephora, tout ça. Non, alors, c'est vrai que TikTok vient de lancer le TikTok Shop, donc c'est toujours la même idée. C'est-à-dire, l'idée, si vous voulez, c'est de dire... Jusqu'à présent, je vous ai montré une dichotomie entre, grosso modo, je vais sur Amazon, mais ça n'a rien de très stimulant et de très excitant sensoriellement, le site d'Amazon, ou je vais en magasin pour vivre ce que vous expliquez tout à l'heure, ou ce que vous faites avec votre magasin. Donc là, eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est le mélange des deux. C'est de dire, on va bénéficier le côté très émotionnel, très stimulant des influenceuses ou ceci, ou même d'un ami avec qui je suis en train de discuter, et en même temps de la transaction, sans en plus avoir à retourner sur un site web. C'est ça le live shopping. Pour l'instant, c'est pas nouveau, hein. Je veux dire que jusqu'à maintenant, on va voir avec TikTok Shop, et jusqu'à maintenant, ça reste très, 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 très embryonnaire.
pour plein de raisons. Alors Amazon a essayé de le faire, de Carrefour à Amazon en passant, que ce soit les physiques ou les pure players, tout le monde essaye de le faire. Mais regardez bien, même Alexa c'est très peu, enfin tout le monde essaie de faire ça. En Occident aujourd'hui ça ne décolle pas. Alors il y a deux raisons à ça. Pour l'instant, encore une fois, moi je pose des hypothèses, mes successeurs étudieront ça parce que ça peut être effectivement un enjeu important. Il y a deux raisons. D'un point de vue du consommateur, on sait depuis très longtemps que les consommatrices et les consommateurs, ils engramment des modes d'achat. Je reprends l'exemple d'Amazon. Amazon a essayé Alexa, le commerce vocal, ça n'a jamais fonctionné. Ça fait à peu près 17 ans qu'ils ont une application de shazamisation des objets. C'est-à-dire, vous avez envie d'acheter, je sais pas moi, cette veste, vous la photographiez et vous accédez au catalogue. Ça ne fonctionne pas, etc., etc. Ils ont essayé le métavers, ça ne fonctionne pas, etc. Donc, on voit que... Non mais, là, je prends juste l'exemple d'Amazon. Les gens, ils achètent sur Amazon sur le site web. Parce qu'ils ont engrammé depuis 20 ans. C'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, on sait que les consommateurs et consommatrices, ils ont beaucoup de mal, une fois qu'ils ont engrammé mentalement un mode de relation et d'interface, que ce soit en boutique ou en digital, ils ont beaucoup de mal à changer. La deuxième raison, elle est plus structurelle. Là, on est sur le cœur de mon métier d'économiste du commerce. C'est la structure de la répartition de la valeur. Les réseaux sociaux ne sont pas logisticiens ni sourceurs. C'est-à-dire que ça n'est pas Instagram ou Meta, etc., qui va aller référencer, créer une place de marché, faire la logistique, etc. Ils savent pas faire et c'est pas leur métier et ils réinventeront pas ça. Donc une seule solution, c'est d'utiliser des places de marché logistiques, comme Amazon, en logistique blanche. C'est-à-dire en back-office. C'est-à-dire que on ne sait pas, mais c'est Amazon qui fera le travail ou c'est Discount qui fera le travail. Le problème, c'est qu'en faisant ça, surtout sur une pression déflationniste sur les prix bas, il rajoute un acteur non important qui va demander sa rétribution. Donc ça veut dire que la valeur se redécoupe et pour les uns et pour les autres. Et donc on voit que le nombre de parties prenantes augmente, avec des gens qui ont des positions très dominantes sur le marché et qui vont donc demander la juste valeur. Vous comprenez bien qu'Amazon, quand il intervient, c'est déjà le cas, hein, pas pour les réseaux sociaux, mais Amazon intervient déjà, notamment pour Monoprix, en logistique blanche. Il ne travaille pas pour rien. Donc, pour ces deux raisons-là, c'est-à-dire que les gens, ils ont du mal à changer de mode d'achat, et deuxièmement, la structure de ce que serait le live shopping va encore éclater la valeur et la réduire pour chacune des parties prenantes, on pense que ça ne va pas se développer autant que ça. Dans tous les cas, et en Amérique du Nord, ça ne marche absolument pas. Bon, je vais terminer, parce que là, je vois qu'on me fait des signes. Ah bon, J'avais juste une petite question. Tout à l'heure, vous disiez effectivement, il y a de plus en plus de magasins qui ferment, etc. Mais il y a une augmentation des mètres carrés. Qui sont-ils et où sont-ils? Alors, il y a les retail parks se sont pas mal développés ces dernières années. Donc le retail park, vous voyez, c'est un centre commercial à découvert avec des grandes marques plutôt d'ailleurs que des distributeurs. Eux, ils ont pas mal gagné. Oui, c'est surtout ça qui a créé. Alors c'est pas non plus des différentiels gigantesques de création de mètres carrés. Sur la grande distribution alimentaire, c'est plutôt le contraire. On est en train dans l'habillement, tout à l'heure, M. Talamont... Oui, non, mais je parlais de 2016, en fait. Je vous disais que si on dézoomait un peu la situation, on s'est aperçu que le marché commençait à baisser en 2016, mais ce qui n'a pas empêché les grandes enseignes de continuer à ouvrir des magasins. D'accord. Et qu'on s'est retrouvé finalement avec une offre pléthorique à un moment donné. Oui, c'est ce schéma-là. Mais et il se matérialise avec soit effectivement par exemple l'ouverture. Action par exemple, ils ont comme stratégie au niveau européen, pas français, d'ouvrir un magasin par jour. Bon. Et puis donc vous voyez c'est ce schéma-là. Et alors en termes de pôle commercial, c'est plutôt les retail parks que les hypermarchés ou les centres commerciaux à galeries qui eux sont plutôt en voie de rétractation. Les hypermarchés, c'est fini. L'hypermarché de 15 000 m² en moyenne, on va vers des hypermarchés, là je parle de l'alimentaire, où il y aura quasiment plus de non-alimentaires et qui feront autour de 7 000 à 8 000 m². On est plutôt une rétractation. Donc c'est plutôt effectivement soit les grandes surfaces spécialisées et ou les retail parks, mais qui souvent sont associés à un retail park. Bon allez, je termine. Dernier épisode. Donc là, on va un peu changer. On va aller du côté des mentalités. Est-ce que c'est l'homo economicus qui l'emporte ou est-ce que c'est la consommatrice ou le consommateur vertueux? On a mené une enquête dans le cadre de la chaire avec l'Obsoco, qui est une agence qui travaille sur les nouvelles formes de consommation et qui s'appelait l'enquête sur les utopies. Donc on a demandé à 2000 Français comment vous voyez les futurs. Alors ils ont décrit les futurs, etc. Et quels sont les futurs qui vous conviennent bien, les utopies qui vous vont plutôt bien.
la grosse majorité, c'était un futur vert. Donc voilà, c'est très écologique, ça respecte l'environnement, il y a de moins en moins d'usines, de moins en moins de grosses entreprises, il y a peu de digital. C'était très dominant. Alors, il y avait un axe plutôt bobo, comme on dit, il y avait un axe plutôt sécuritaire, mais enfin, c'était grosso modo soit la Green City, comme on voit dans certains films, soit le village de Pagnol, mais c'était ça. Donc, voilà. Après, quand on demande plus concrètement aux consommateurs, aux consommatrices de dessiner, vous savez, on fait des collages dans les cabinets de conseil, ils font ça, dessinez-moi ou collez-moi l'hypermarché de demain. Voilà ce qu'ils collent. Voilà comment ils veulent l'hypermarché de demain. Donc, je vous le dis tout de suite, vous ne verrez jamais un hypermarché comme ça, parce que l'hypermarché, c'est une machine à massifier l'offre. Il y aura un peu de circuit court, sans doute moins autour de 10%, mais le reste, ce ne sera pas ça. Mais c'est ça qu'ils veulent. Quand on fait des enquêtes sur la durabilité, les gens répondent massivement dans les enquêtes qu'ils veulent arrêter d'acheter, qu'il faut que les produits durent plus longtemps, etc., etc. Et puis, ils nous expliquent que le tricot est de retour et tout ça. Bon, tout ça est très beau. Bon, enfin. Le bio a été victime de ce qu'on appelle le green gap, c'est-à-dire l'écart entre les croyances, les volontés, les imaginaires, les utopies et la réalité des comportements. Imaginez que le bio, et ils ont été victimes de ça parce qu'évidemment, l'orientation n'a pas été la bonne puisque les investissements, par exemple, d'une des chaînes, a été sur beaucoup les études de marché, enfin les études clients. On demande aux clients, achetez-vous souvent ou très souvent du bio, population française, quelle que soit l'agence, IFOP, etc. On a 80% de réponses. Ça veut dire que la part de marché déclarative, aujourd'hui, sur le bio, enfin depuis 10 ans, c'est 80%. Rappelez-moi la part de marché du bio réel. On est à... Non, on est entre 5 et 6. Donc on a 80% d'un côté de part de marché mentale et 5% de part de marché passage en caisse. C'est énorme. On appelle ça le green gap. Alors qu'est-ce que c'est que le green gap ? C'est un écart entre ce que les gens disent, pensent, mais même de bonne foi. Hein. C'est très valorisant. Et la réalité de ce qu'ils font est quand même orienté par les prix. Je voulais vous montrer les produits les plus achetés en France. Alors, ce sont des produits naturels, vous me direz. Voilà ce qu'on voit quand même au niveau d'un certain nombre d'enseignes. Oui, bien sûr. Bon. Donc, on a en fait, pour résumer, un gros écart, gap, entre d'un côté, alors j'aime beaucoup ce slide, c'est pas moi qui l'ai fait, il est déjà assez ancien, mais c'est ce que montre, il y a beaucoup de travaux qui montrent ça. On a dans les déclaratifs, dans ce que les gens pensent, même réellement, parce que c'est très valorisant, ils y croient vraiment. Ils veulent éco-consommer, plutôt être participatif, une consommation communautaire. On achète la tondeuse avec le voisin pour pas acheter 2 tondeuses. On partage, c'est plutôt l'usage que la propriété. On est déconnecté du digital et on est dans une société de rupture. On contribue à la rupture sociale. Et puis de l'autre côté, les comportements, c'est plutôt hypersensibilité au prix, individualisme, matérialiste et très connecté, etc., etc. Donc on a ce gros écart. Donc en fait, l'homo economicus résiste. Que nous dit Adam Smith ? Qu'est-ce que c'est que l'homo economicus ? C'est des agents économiques, acheteurs comme vendeurs. J'ai pris Picsou et Wall-E. C'est vraiment un bon exemple. Picsou, vous comprenez tous. Wall-E, vous avez vu, ils n'ont même plus à penser ce qu'ils veulent. Leurs désirs sont étudiés par l'intelligence artificielle. Les produits viennent directement à eux. Ça a un petit effet sur la santé publique. Mais donc, ils ne font plus d'efforts. C'est ça l'homo economicus. Ils cherchent à maximiser l'utilité et à minimiser ses efforts. Effort physique, effort financier, effort cognitif, c'est déjà théorisé au XVIIIe siècle par Adam Smith qui invente la science économique. Et Adam Smith dit, et on va y revenir tout à l'heure sur la question de Chine, il dit, si on veut qu'un système économique fonctionne bien, il ne faut pas que les gens soient vertueux, il faut qu'ils soient intéressés. Chacun cherchant à maximiser l'utilité et à minimiser ses coûts et ses efforts, ça créera un équilibre général. On s'est rendu compte, Keynes a montré que non, et qu'il y avait par moment besoin du rôle du régulateur pour éviter justement des distorsions. Regardez à quel point les consommateurs et consommatrices français sont des homo economicus. Je vous ai mis ces deux courbes en symétrique. La courbe d'en haut, c'est la courbe de l'inflation depuis ces dernières années. La courbe d'en bas, c'est les ventes en volume. Elles sont symétriques. Voilà. Donc, vous voyez, les courbes sont symétriques. L'inflation, elle augmente, les volumes diminuent. Elle redescend, les volumes augmentent, mais de façon quasi symétrique. Bon, ça, c'est pareil. Guerre d'Ukraine, un mois après,
hop, c'est les marques de distributeurs qui prennent le pas. Donc on voit, parce qu'elles sont moins chères, etc. Donc on voit vraiment à quel point il y a une logique. Pareil, aujourd'hui, 66% des consommateurs veulent du paiement en plusieurs fois parce qu'ils considèrent effectivement que les temps sont durs, etc., etc. Et on arrive donc à cette espèce d'écart entre les gens vous disent il faudrait être vertueux, etc. Et puis en réalité, vous voyez, le président Talamon rappelait tout à l'heure l'importance de Chine. Alors je voudrais juste dire là aussi que, oui, on dit Chine. Chine. Ouais. Alors, je voudrais juste vous montrer que ça n'est pas non plus nouveau. En fait, c'est très structurel, ce besoin de prix bas, etc. Déjà au XIXe siècle, regardez, au XIXe siècle, comment on faisait la vente des grands magasins de l'époque, au XIXe siècle, la maison connue pour vendre au bon marché. Le côté prix bas, c'est quelque chose, c'est une structure, c'est un invariant. Je dis toujours, regardez les hommes politiques ou les courants politiques, tous se battent pour le pouvoir d'achat. Il faut pouvoir acheter plus, donc ça veut dire avoir plus de moyens et que les prix soient abordables. Alors d'où ça vient ça? Un petit peu de sociologie. Ça vient de la libération du soi. Première grande période de libération du soi, c'est-à-dire on sort des déterminismes religieux, c'est la Révolution française qui va se matérialiser au 19e, on en parlait tout à l'heure. Donc avant on était déterminé par un déterminisme religieux, là au contraire on va pouvoir se libérer, etc. La deuxième grande période de libération du soi, c'est les années 60-70. C'est Woodstock, il est interdit d'interdire, regardez les pochettes des Beatles, au début ils sont très bien habillés, ils sont habillés en costume, les cheveux courts, progressivement ils ont les cheveux plus longs, des trucs à fleurs, etc., etc. Les années 70, c'est la libération des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui va amener la crise du pétrole. Eh bien, c'est la libération des gens à disposer d'eux-mêmes. Donc, chacun veut à ce qu'on appelle une dilatation des envies. En plus d'envie, on veut plus de choses, on veut être comme ça un jour, autrement le lendemain, etc. Et plus simplement avoir un costume, une chemise blanche, une cravate noire, etc. Mais on veut pouvoir... Donc, on a une dilatation des envies, mais on n'a pas une dilatation des revenus. Donc, ça veut dire que la seule solution pour étancher ce besoin de variété qui ne cesse d'augmenter depuis les années 70, c'est que chaque partie de l'offre soit moins chère. Donc la déflation, c'est pas uniquement parce qu'il y a des acteurs qui rentrent sur le marché avec des prix plus bas, c'est parce qu'il y a ce besoin de variété, cette dilatation des envies, et qu'on n'a pas une dilatation des revenus, et donc au final, vous arrivez à ça. Alors, là où je suis, je ne prends pas de position, mais juste là aussi en termes économiques, et le président Talamon rappelait tout à l'heure à quel point la fédération, comme la fédération de l'habillement, essayait d'œuvrer auprès des dirigeants de l'État pour effectivement rétablir une concurrence plus saine. C'est qu'effectivement, on parlait d'Adam Smith, qui est une forme de libéralisme extrême, mais depuis Keynes, on sait que dans des pays comme le nôtre, qui ne sont pas des pays ultra-libéraux, quand on a une distorsion de concurrence, parce qu'effectivement, il y a X ou Y facteurs qui font que, comme tu le disais, ils ne payent pas de TVA, ça passe par l'Irlande, etc. Le rôle du régulateur, c'est de ramener, effectivement, donc d'empêcher un certain nombre de choses pour pouvoir ramener à une situation plus saine. C'est ce qui s'est passé avec le livre. La loi Lang, elle a été décrétée déjà il y a 30 ans, c'était la loi Lang, il est interdit de vendre en dessous de 5% du prix du livre pour éviter qu'on ait une distorsion de concurrence entre les fameux gros discounters d'un côté et les autres acteurs de l'autre. Encore une fois, les États qui ne sont pas des États ultralibéraux. Moi, j'ai connu un État ultralibéral, j'ai travaillé 5 ans en Russie, de 90 à 95. Pas tout le temps, mais en grande partie. C'était un État ultralibéral. C'est-à-dire tout s'est ouvert du jour au lendemain, et c'était la loi sauvage la plus possible du marché, à ce point que les agences bancaires, c'était des tanks sur l'avenue Gorky. Donc les gens qui faisaient agence bancaire, ils étaient dans un tank. Les gens montaient dans le tank, on leur donnait leur argent, ils redescendaient, et eux, ils étaient hyper protégés parce qu'ils étaient sûrs de se faire attaquer, tellement c'était vraiment l'ultralibéralisme le plus violent. Nous ne sommes pas dans cet État-là. Donc dans les États qui ne sont pas des États ultralibéraux, il est normal, c'est Keynes qui nous le dit, que le rôle du régulateur, alors je ne parle même pas de la réglementation, s'assurer que la réglementation soit respectée, je parle de compenser des distorsions de concurrence du fait effectivement de comportements qui sont sensiblement anormaux pour avoir un équilibre général qui n'est pas uniquement le fruit de volontés particulières. Donc il n'est pas anormal qu'il y ait un certain nombre de groupes qui décident ou qui essayent de faire que le régulateur remette un peu d'harmonie dans l'ensemble du marché. Autrement, vous allez avoir une situation de casse considérable. Tu veux dire un mot, Pierre ?
Je rappelle simplement, oui, que aujourd'hui, c'est à l'échelon européen que tout ça se passe. En plus, la France a quand même pris l'initiative d'organiser ses frais de gestion, de rémunérer les gestions de contrôle des colis à la douane dès 2026, mais on attend qu'on ait d'autres États membres de l'Union européenne qui nous suivent, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Donc aujourd'hui, là, on est quand même confronté à un problème européen, où il faut que l'Europe devienne beaucoup plus efficace. Quand on voit que les États-Unis ont répondu immédiatement aux colis Shine et Temu par des droits douaniers qui font que maintenant la vente des produits Shine ont baissé de 65% aux États-Unis, ont augmenté évidemment chez nous. Là, il faut absolument, enfin c'est urgent maintenant d'agir. Il faut se méfier des schémas mentaux. Je disais, moi, le pays le plus ultralibéral que j'ai connu, c'était la Russie des années 90. Un des pays les moins libéraux que je connaisse, c'est les États-Unis, qui sont bourrés de régulations à tous les niveaux. Pour finir, parce que le temps tourne, je voudrais terminer, et vous remercier déjà d'avoir pris autant de temps, d'être si attentif, pour résumer tout ça en quelques pistes. Donc, si on résume, on voit qu'on a une évolution de la consommation à la fois conjoncturelle, l'inflation. Alors, on n'a pas parlé du taux d'épargne, il y a aussi entre guillemets, un manque à gagner qui vient du fait que les Français ont beaucoup thésaurisé d'épargne pendant le Covid, 23-24%, c'est normal. Ils en ont lâché un peu après le Covid, c'est ce qu'on a appelé les années folles. Ça a fait notamment la fortune de Stocomanie avec les spas gonflables, c'est des produits un peu comme ça. Et puis maintenant, on est plutôt à tomber à un niveau de 17%, 18% d'épargne. Avec la guerre aussi un peu. Oui, et puis ils thésaurisent, parce que dès qu'il y a une inquiétude sur les marchés, on va plutôt thésauriser. Historiquement, le taux moyen, c'était plutôt, quand on prenait l'épargne immobilière et financière, on était à 14%, là on est à 18%. Donc il y a une partie du manque à gagner qui reste aussi dans les coffres. Bon, on a parlé du e-commerce, on voit que le e-commerce, il impacte beaucoup plus le non-alimentaire que l'alimentaire. L'occasion, ça reste encore aujourd'hui compliqué, secondaire, etc. Mais c'est aussi du manque à gagner. La concentration sur des grandes surfaces, on en a parlé. Et puis, il y a toutes les questions du RSE qui sont là et qui aussi sont en train de modifier la consommation. Alors, pour résumer, moi, les recommandations, alors évidemment, c'est difficile parce que les recommandations, on ne peut pas faire de recommandations générales. Il faut faire des recommandations à chaque fois. C'est particulier au secteur, à la localisation, à vos activités, etc. Mais quelques tendances générales. Bon, moi, je pense que cette notion d'expérience shopping, comme on dit, elle est très importante. C'est ce qui fait vraiment la différence par rapport aux chaînes un peu qui sont aujourd'hui en difficulté, parce que finalement, il n'y avait plus vraiment d'expérience, etc. Donc, les services, et où la personnalisation, et où le lien social, enfin, beaucoup de liens sociaux, ça me semble être comme un invariant. L'événementiel. Hein. L'événementiel, donc l'instagrammabilité, puisque réinventer le magasin tous les jours. Moi, je pense qu'il faut, dans votre cas, favoriser des stratégies de sous-optimisation prudente, c'est-à-dire que de ne pas vouloir avoir 15 magasins, faire une petite chaîne, même en franchise, etc. Aujourd'hui, la prudence paye. Ben voilà, on l'a vu, hein, encore une fois, c'est toutes ces chaînes moyennes très importantes qui avaient finalement des coûts fixes importants. Ben voilà. Donc plutôt une niche, spécialisation, investissement prudent. Les flux, il ne faut pas oublier les flux. Alors je sais que c'est facile à dire, après il faut trouver l'emplacement. Mais n'oublions pas qu'en moyenne, quand on regarde les statistiques nationales du commerce, ça augmente une localisation sur des flux, alors quel que soit le flux, hein, ça va des flux trains ou des flux piétons, ou je ne sais quoi, mais vous augmentez de 1,5 à 2 fois le chiffre d'affaires. En moyenne, c'est les statistiques nationales, un peu comme les choses des experts comptables qui ont des référentiels. Développer une offre d'occasion, sans doute, peut-être plus pour créer du trafic, pour faire parler, c'est rentable, mais c'est compliqué à gérer. Ouais, c'est ça. C'est plus du marketing. C'est plus du marketing, mais l'idée de dire je vais faire. Bon, lui c'est différent, Monsieur Chabel, parce que il venait de là. Mais bon, d'ailleurs aujourd'hui, on voit bien, même les grands, ils font de la seconde main. C'est plutôt pour faire du marketing, pour faire parler, pour faire venir. Après, c'est compliqué. Le consentement à payer des clients reste assez bas, le niveau d'exigence assez élevé, etc. Enfin, il y a la surface de vente aussi, parce que souvent nos boutiques sont plus petites. Bien sûr. Tout à fait. Et puis développer du e-commerce. Eh bien, ma recommandation, c'est plutôt non. Gestion compliquée, peu efficient, peu rentable, plutôt développer des réseaux sociaux. Et je terminerai avec ça. S'il doit y avoir du digital dans le commerce, moi je parierais plus. Encore une fois, je ne vends rien.
sur le couple réseaux sociaux-magasins plutôt que sur e-commerce ou magasin hautement digitalisé. C'est ma conclusion et je vous remercie vivement pour votre attention. Merci, Didier. Alors là, je crois qu'on va passer la vidéo de Sandra Schmidt, qui a eu la gentillesse de me faire ça, parce que j'ai insisté fortement pour qu'elle y arrive, parce que je suis persuadée que ça va intéresser certains d'entre vous. Alors, merci pour votre attention. Mais à part ça, j'y vois bien. Mais bon, pour faire mes coachings, je mets les lunettes. Hein. Ouais. Une veste, hein. C'est moi qui dois le faire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sandra, j'ai un peu plus de 51 ans et je suis la gérante de la boutique Elle est Mode à Saint-Médard-en-Jalles près de Bordeaux. J'ai ouvert ma boutique en septembre 2015. Je sais, comme vous, que gérer une boutique au quotidien, c'est pas toujours simple parce que gérer sa boutique, c'est attirer la clientèle, communiquer, gérer les chiffres, les stocks, les achats, les saisons, le merchandising, les actions commerciales. Tous ces sujets que je viens d'évoquer, c'est la raison pour laquelle je suis ici devant vous. C'est parce que je suis depuis 2022 aussi coach business. Et j'accompagne des boutiques à transformer leur business et à grandir plus vite. Je propose de vous raconter un petit bout de mon histoire, un bout de l'histoire de mes clientes et de vous présenter mes offres de coaching. Restez bien jusqu'à la fin, une surprise vous attend et ça pourrait bien vous intéresser. Quand j'ai ouvert ma boutique en 2015, je partais presque de zéro. Enfin, pas tout à fait. Ce que je savais en tout cas, c'est que je ne pourrais pas y aller au talent. Alors certes, j'étais issue d'une famille d'entrepreneurs. J'avais acquis des compétences solides en gestion au travers de mes différentes expériences professionnelles dans le monde industriel. Et je savais exactement ce que je voulais faire de ma boutique et à quels besoins ma boutique allait répondre auprès de ma clientèle. Et j'ai eu raison, dès 2015, de me dire que l'instinct ne suffirait pas. C'est en structurant mes chiffres, en travaillant sur une stratégie achat très précise, en pilotant mon activité quasiment au quotidien, que mon business a rapidement décollé. Et ce, même pendant les périodes de Covid qu'on a peut-être ici tous connues. Et c'est exactement cette méthode et cette conjonction de petits détails que je partage aujourd'hui avec mes coachés. Pour vous parler maintenant de mon approche et de mon positionnement, je n'ai pas de phrase toute faite. En tout cas, une seule chose me vient en tête, c'est pas de blabla, que du concret. Une chose est sûre, je ne vous vendrai jamais de recettes miracles. Et c'est la raison pour laquelle mes accompagnements sont des accompagnements personnalisés, puisque j'estime qu'on doit travailler dans votre contexte et que mes coachings doivent être adaptés à votre réalité. Bien sûr, on le sait tous, les fondamentaux de gestion, stock, marge, trésorerie sont vraiment les bases de nos business. Mais dans mes coachings, on travaille forcément en mode 360 puisqu'on parle aussi de communication, de merchandising, de plan d'action commerciale et j'en passe, tous les sujets, vous les connaissez. Et maintenant, je vais vous parler de deux de mes clientes que je coach actuellement. J'espère que vous vous reconnaîtrez dans ces parcours. Je vais tout d'abord vous parler de Claire. Elle a ouvert sa boutique en 2022. C'est une reconversion, c'est une belle boutique près de l'océan, de prêt-à-porter, bijoux, accessoires, chaussures. Claire, elle m'appelle en février 2023 et elle me dit « Je vends super bien, j'ai fait une super année de démarrage, bien au-delà des chiffres prévus dans mon prévisionnel. En revanche, en regardant un peu de loin mes chiffres, j'ai quand même remarqué que ma marge était en train de baisser et que surtout mon compte en banque ne se renflouait pas. » Action-réaction, nous avons immédiatement regardé ces chiffres et notamment ces indicateurs clés. Bien entendu, je me doutais de la source de problème. Ses marges avaient baissé parce qu'en fait, c'était un problème de stock. Et elle avait trop acheté sur les 2 saisons de son année 2022. Donc, on a revu ensemble toute sa stratégie achat fournisseur par fournisseur et la logique effectivement des impacts d'avoir trop de stock pour une boutique. Et la deuxième chose, c'est qu'on a mis un plan d'action immédiat pour l'aider à déstocker les pièces des saisons passées. Résultat,
Sa trésorerie aujourd'hui en 2025 se porte très bien et elle va pouvoir enfin se payer à la hauteur de son travail et de ses espérances. Je vous parle maintenant de Charlotte. J'ai choisi 2 cas extrêmes, un cas où on n'est pas loin de l'ouverture et puis un cas où la boutique existe depuis longtemps puisque Charlotte, elle a sa boutique depuis 20 ans. Clairement, quand elle m'a appelée, elle était un peu au bout du rouleau, on va pouvoir dire ça. Entre les changements de comportement d'achat, la fréquentation dans son magasin qui n'est plus la même suite à des travaux, tout ce qui est autour de la communication. Bref, elle m'a dit, j'ai l'impression que j'ai pas pris le train. Voilà, avec Charlotte, on a refait un travail de fond sur les basiques, qui est devenue sa cliente idéale, comment elle communique avec elle, qu'est-ce qu'elle lui offre comme gamme de produits, comme style. Et le travail qu'on entreprend à chaque séance, mois par mois, c'est qu'on travaille beaucoup sur les plans d'action, maintenant qu'on a revu les basiques. Des plans d'action à 2 mois, je dirais, où chaque mois, on fait le point sur le mois qui vient de se passer, en termes de chiffres, d'actions, de retour sur investissement des actions qu'elle a lancées, de l'aspect communication. Et on se projette sur les 2 mois qui arrivent pour qu'elle ait bien en tête son organisation, que ce soit tant en termes de communication ou d'action commerciale. Elle a retrouvé la motivation et ses clientes ont retrouvé le chemin de sa boutique. Lorsqu'un commerçant ou une commerçante me contacte, c'est toujours un peu les mêmes sujets. J'ai plus de trafic dans ma boutique, je ne sais pas comment communiquer sur les réseaux sociaux, je suis débordée, j'ai trop de choses à faire, je ne suis pas structurée et pourtant j'ai envie de grandir et de faire mieux et de m'adapter au contexte. C'est vrai, ces sujets sont tous communs et pourtant la façon de le traiter en fonction de votre contexte sera toujours différente. Et c'est la raison pour laquelle dans mes offres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des accompagnements personnalisés et sur mesure que je réalise. J'ai aujourd'hui 2 offres existantes. La première offre, qui s'appelle Boost 360, elle intègre l'ensemble des activités de votre boutique. Elle se passe sur des coachings mensuels entre 1h30 et 2h. Ça peut se passer en présentiel ou en distanciel. Et on travaille chaque mois sur l'analyse de vos chiffres, le résultat des actions qu'on a mis en place, la projection sur les prochains mois qui vont arriver. Tout ça pour vous aider à mettre en place des routines, à prendre des bonnes habitudes et puis à prendre de la compétence là où il faut la prendre. Donc ça, c'est la première offre Boost 360. J'ai une deuxième offre aujourd'hui. Ça, c'est pour plutôt les commerçants ou les boutiques qui pensent qu'ils n'auront pas le temps de s'impliquer sur une durée de 5 à 6 mois de coaching. Et donc ça, c'est un coaching en format journée immersive. C'est-à-dire que je passe avec vous une journée en présentiel ou en distanciel, c'est toujours le même principe. Et on balaye l'ensemble des modules qu'on fait sur le module Boost 360, mais en format accéléré. Le résultat de cette journée immersive dans tous les cas, c'est que vous repartez avec votre plan d'action pour les 3 mois à venir, action de communication, action commerciale. J'ai envie de dire sous le bras, parce qu'on travaille bien entendu en mode paperboard et c'est la production de cette journée immersive. Et pour conclure, j'espère que vous êtes reconnus dans un de ces parcours, que ce soit celui de mes clientes, que ce soit peut-être le mien. En tout cas, c'est vrai qu'on parle concret parce que, comme je vous l'ai dit, je partage mes semaines entre ma boutique et ma vie de coach. Donc, si j'ai juste un message à vous faire passer, si vous sentez que vous avez besoin d'aller plus vite pour faire grandir votre boutique, si vous avez du mal seul à prendre du recul sur votre activité, sur vos chiffres, si vous avez besoin de monter en compétence sur certains domaines et si simplement vous vous sentez seul, surtout, faites-vous accompagner. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites-vous accompagner par quelqu'un qui connaît votre métier. Et si vous décidiez de me contacter, c'est maintenant qu'arrive la surprise. Elemode Conseil est organisme de formation depuis 2024. Vous n'êtes pas sans savoir que vous avez tous, chaque année, un budget formation qui vous est dédié. Je parle des organismes AGFIS, FAFCA, OPCO. Et donc, la bonne surprise, c'est que mes formations, qu'on soit sur le format Boost 360 ou sur le format Journée immersive, peuvent être financées par votre organisme de formation. Alors, un programme de coaching créé par une gérante de boutique pour des gérants et gérantes de boutique, ça vous intéresse?
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vois plein de sourires. Ça me fait plaisir. Parce qu'en fait, Sandra, je la connais un tout petit peu. Et j'ai surtout rencontré des commerçantes qui ont fait appel à elle. Et depuis, c'est plus la même vie pour elle. Et en fait, j'ai insisté fortement pour qu'elle me fasse cette présentation. Ça n'a pas été facile parce que bon, elle l'avait jamais fait. Et je lui ai demandé ça il y a 10 jours seulement, 8-10 jours seulement. Et puis bon, elle a des choses à faire, elle a voilà. Et bon, elle m'a fait ça très bien, je trouve. Donc voilà, pour les personnes qui éventuellement sont intéressées, ce ne serait-ce que pour la rencontrer, discuter, échanger, etc. avec elle, j'ai son flyer, hein, elle me les a également expédiés. Et ça ne vous engage pas à l'appeler si vous ressentez le besoin. Voilà. Moi, je sais que je vais le faire. Voilà. Et je crois que vous êtes intéressés pour avoir ses coordonnées aussi, vous me dites, pour la faire intervenir. Oui, je trouve que c'est très intéressant. Voilà. Donc, avant de clore cette soirée, je tiens à remercier une nouvelle fois les intervenants, hein, parce que pour la qualité de leur prise de parole, je trouve que c'était très, très intéressant, leur expertise et leur engagement. Merci, cher Pierre Talamon, pour ta présence précieuse, tes mots porteurs de sens pour notre profession. Merci à Olivier Badeau. Écoutez, c'est avec plaisir qu'on vous a reçu à Morlaix aujourd'hui. Merci pour vos analyses éclairantes sur les grandes tendances qui façonnent le commerce de demain. Et surtout, merci à vous tous et toutes et tous, commerçants qui êtes venus ce soir. Ça me fait très plaisir. Et je vais également remercier, sans qui j'aurais pas pu organiser tout ça, hein, parce que moi aussi j'ai des journées un peu occupées. Je vais remercier Nadine de l'hôpital, de la FNH, et mon binôme de la CCI de Morlaix. Je pense que vous avez deviné qui c'est. Donc Nadine et Sylvie, vous allez vous lever et j'aimerais qu'on vous applaudisse parce que grâce à vous, voilà, merci. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, ça faisait un moment que je voulais organiser quelque chose par ici et c'est jamais simple de trouver une date, hein, c'est jamais simple d'organiser tout ça et il faut du temps. Il faut du temps parce que il faut envoyer des mails, il faut faire des relances et tout. Et nous, on a une Sylvie qui adore marcher, qui fait du porte-à-porte. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Quand elle a dit ça à Nadine de l'hôpital de la FNH, je crois que tu as été scotchée. Hein, donc, tu vois, on a une sacrée nana ici à la CCI. Voilà. Donc, on va terminer des échanges. Vous allez pouvoir échanger entre vous, on va pouvoir discuter et tout ça autour d'un bon buffet, je l'espère en tous les cas, car on a choisi également une entreprise locale, un buffet dînatoire. Et voilà, c'est un traiteur de Saint-Paul-de-Léon qui va nous régaler ce soir. Allô ? Juste Christelle Roncin. Ah oui, merci. Ah oui, vous m'avez perturbée en fait avec vos applaudissements. Non, alors je veux juste vous informer aussi que Christelle Roncin est présente ce soir. Tu peux te lever, Christelle, pour qu'on sache qui tu es. Merci. Donc, Christelle Roncin, elle est du service formation CCI. Et donc, elle peut vous donner des informations. Et moi, j'ai regardé ça tout à l'heure, Christelle. Et il y a une formation qui est très, très intéressante en ce moment à la CCI. C'est la formation shopping personnalisée. Donc, tu en parleras beaucoup mieux que moi. Donc, je vais laisser les commerçants aller vers toi. Voilà. Donc, en tous les cas, encore merci à vous d'être venus ce soir. Ça me fait vraiment très plaisir.